Yeah. Money never sleeps, pal. Money, money, money. Must be funny in the richest girl. Uh-huh. Oh, the richest girl. If I get a little money. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Money. Ils avaient le droit de faire ça? Pourquoi? Le droit. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. I want you to deal with your problems by becoming rich. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce duo numéro 9 sur Prenez Place. Après ce générique finalement qu'on se prend à aimer, quoi. Malgré tout ce qu'il dit derrière. Bonsoir Anis, tu vas bien? Bonsoir Louis, oui très bien. Je suis content de te voir encore aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup d'être ensemble, c'est une chance et un cadeau. Bonne année à tous ceux qui nous regardent et qu'elle soit remplie d'aventures, de joie, d'humour pour faire face à tout ce qui peut arriver. Je pense qu'elle va pas manquer de rebondissements et ça c'est plutôt une bonne surprise parce que la vie ne vaut d'être vécue que si elle est un peu intense et je crois que 2022 va être intense. On est réunis ce soir pour discuter de monnaie, de big data et de crédit social. C'est un titre qui fait froid dans le dos, on se croirait déjà dans Matrix ou au fin fond de la Chine. On va essayer d'aborder ça avec Anis d'une manière à la fois peut-être un peu technique, anthropologique, financière, puis à la fois peut-être un peu philosophique. Et on avait envie de commencer par vous parler peut-être de comment on voit les choses sur le big data. Anis, est-ce que tu veux commencer par parler ou... Alors sur le big data, il y a tellement à dire, mais pour commencer, je vais commencer à donner une petite souvenir de mon expérience de responsable de trading et même avant de trader pour parler de big data. C'est que d'abord, quand on dit data, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que la data qu'on récolte, est-ce que elle est biaisée ou pas? Et donc c'est ça le point le plus important, parce que aujourd'hui, là, c'est à la mode un peu avec la crise Covid, de récolter énormément de data et après d'en faire dire un peu ce qu'on a envie qu'ils disent. Et donc moi je me suis dit bon, je suis pas expert en médecine, je fais pas le métier, le métier, pas le métier, mais le boulot là qu'il est en train de faire Guillaume Rosier. Mais voilà, mais le peu que j'ai regardé en fait, ça m'a fait un peu rappeler un peu ce qui se passait dans mon boulot. Et donc ce qui se passait dans mon boulot en fait, je préfère donc parler de choses concrètes. Quand j'étais trader, avant d'être responsable de trading, ce qui se passe, c'est que quand tous les soirs, on doit donner un chiffre. C'est ça qui est bien avec le trading ou mal, c'est qu'on doit donner juste un chiffre. C'est le PNL, c'est le relevé. Donc il y a des blagues qui sont faites parce que c'est un relevé, on dirait qu'on est des prostituées, ils passent de desk en desk et ils nous demandent ce qu'on a fait. Et en fait, ça dépend des tempéraments des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plutôt conservateurs, mais une journée, ils ont fait 200 000, ils vont dire au boss, bon, j'ai fait que 100 000, pour qu'il, justement, il lui met les attentes, en anglais on dit manage expectation, là c'est plutôt on lui met les attentes basses. Quand il va voir qu'il y a 200 000, ben, le boss va être content. Il y a ceux qui sont dithyrambiques, qui vont dire ah, j'ai fait 300 000 aujourd'hui, etc. Alors qu'en fait ils ont fait que 200 000. Et en fait ça dépend pas juste que des tempéraments, ça dépend aussi de la situation du moment. C'est-à-dire que le jour où on a perdu beaucoup d'argent, on a un peu peur de dire au boss oh, aujourd'hui j'ai perdu 400 000 euros. En fait on va peut-être dire je pense que c'est autour de 250, 300. Et voilà, on va toujours minimiser alors qu'on est très honnête. Mais c'est juste une façon justement de se dire bah, je vais pas décevoir l'autre, de toute façon le chiffre va sortir, ce n'est pas à mon sens, c'est une estimation et donc ça dépend vraiment des moments, des personnes, etc. Et il y a toujours un biais dans les chiffres qu'on donne. Et surtout, c'est marrant parce que moi quand je suis venu boss, quand j'allais de desk en desk, j'ai commencé justement à voir ces biais et à chaque fois, je me trompais rarement à trouver le vrai PNL final, selon la situation et les personnes, les connaissants. Parce que c'est comme du learning, quoi. À force d'entendre les mêmes biais, à la fin, on arrive à trouver le bon endroit. Et pourquoi je veux dire ça, c'est que quand on demande à quelqu'un de donner un chiffre, ce chiffre, en fait, déjà, va pas représenter la situation du moment. Si moi, je reprends le trading,
quelqu'un qui me dit qu'il a fait 300 000 € de PNL, par exemple, qui est beaucoup pour une personne, mais ça veut rien dire parce que quel risque il a pris, premièrement? Est-ce que ce risque est toujours dans son book ou pas? Est-ce qu'il a fait ça en égorgeant la veuve japonaise qui a mis son argent dans un hedge fund? Ou est-ce qu'il a fait ça en faisant un petit arbitrage ou en ramenant une solution à un client? Est-ce que quand il a fait cet argent, est-ce qu'il a été utile dans la banque ou pas? Donc toutes ces questions-là, on les pose pas et à la fin, on en revient à un chiffre et justement ce chiffre, il est censé tout dire et c'est pas vrai, il peut pas tout dire. Donc c'est déjà sur, les données, ce que j'ai envie de dire, c'est que, elles sont biaisées et en plus, souvent, on y juge et parti. C'est-à-dire que quand on demande à un trader combien il a fait, il peut nous dire qu'il a fait 300 000 €. On peut voir à la fin de la journée qu'il a vraiment fait 300 000 €, mais nous, on ne peut pas connaître tous les prix au sein de la banque, donc ce qu'on fait, on va voir, un organisme indépendant. Et cet organisme indépendant, qu'est-ce qu'il fait? Il récolte plusieurs prix dans plusieurs banques et il nous en donne une moyenne. Et à partir de là, nous, on peut voir les traders qui, soit honnêtement ou par malhonnêteté, trafiquent un peu leurs chiffres et nous disent justement des faux nombres. Mais ce qui est marrant, c'est que ce consensus est fait à partir d'une moyenne. C'est-à-dire que si tout le monde est biaisé, le consensus aussi sera biaisé. Et il y a un mouvement qui existe chez les êtres humains que j'ai vu dans le trading tous les jours, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. C'est que le premier qui va dire bah moi je pense que ça vaut 9 €, tout le monde va se situer autour de ces 9 € alors que peut-être ce truc vaut 20 €. Et je retrouve un peu ça aussi dans la médecine aujourd'hui. Le leader là en tant que pays dans ce qu'il faut faire en termes sanitaires, c'est Israël. Et on s'en fout après, mais tout le monde suit. Il y a l'Angleterre qui suit après, la France, etc. Et quand on regarde, en fait, les politiques, ça a juste un lag de 2-3 semaines par rapport à ce qui se fait en Israël. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour réfléchir et à prendre du risque et dire, mais moi, je vais pas faire comme tout le monde. Et en fait, c'est très très mal vu socialement de pas faire comme tout le monde. Les gens, c'est Keynes qui parlait de ça en termes économiques, mais on peut l'appliquer à tout. Les gens ont tendance, justement, à avoir un mouvement. Alors Keynes, tout le monde parle de mouvement moutonnier. J'ai oublié, moi j'ai utilisé un autre mot en trading, on dit suiveur. C'est-à-dire que si quelqu'un achète, on va avec lui. Si le marché, il y a une phrase horrible dans la banque, on dit quand on essaie de contrer le marché, c'est-à-dire de vendre quand tout le monde achète, parce qu'on pense que tout le monde se trompe. Alors quand on a raison, le boss est super content. Quand on a tort, ils ont une expression qui dit tu peux pas pisser contre le vent. En gros, va avec tout le monde, fais la même chose que tout le monde. Et en gros, je pense que dans une population, à peu près 90 à 95% des gens sont moutonniers. Et les moutons noirs, qui sont peut-être que 5%, ils peuvent avoir tort. Mais au sein d'une banque, on adore les moutons noirs. Pourquoi? Parce que si tout le monde fait de l'argent, quand tout le monde fait de l'argent, c'est super. Mais le jour où tout le monde en perd, on est bien content d'avoir ces moutons noirs qui ont une idée différente et qui ont fait en sorte justement d'avoir des positions qui sont l'inverse des autres. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les chiffres sont biaisés, les gens sont jugés partis, et même quand on essaie d'avoir un consensus, peut-être ce consensus-là est biaisé aussi par l'effet moutonnier. Donc, extraire justement des datas, une picture, une photo qui soit très proche du réel est très très compliqué. Même avec le maximum de data qu'on peut avoir, pourquoi il y aura toujours un biais humain? Je crois que le Petit Prince, alors je vais paraphraser énormément, dans le Petit Prince, à un moment on dit mais les adultes quand ils me demandent comment sont mes copains, ils me demandent jamais ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il lit, etc. À chaque fois on me demande il a quel âge, combien gagne son père, etc., etc. C'est-à-dire que on est là, on essaye de se donner une idée du réel juste à partir de chiffres qui sont une très mauvaise représentation du réel. Et il y a quelque chose qui biaise justement cette vision, c'est tout ce qui est purement immatériel et non quantifiable. Tout à l'heure, j'étais avec un ami ici et qui m'expliquait justement que derrière les chiffres, qu'il y a eu, alors c'est un Espagnol, derrière les chiffres, il y a eu énormément de drames. C'est que des grands-parents n'ont pas vu voir leur petit-fils alors qu'ils pouvaient se voir qu'à Noël, qu'il y a eu à cause de certaines contaminations alors que c'était
d'après ce qu'il me disait, je le paraphrase, quelques rhumes, alors que c'est quelqu'un qui est très conservateur, qui a peur du virus, etc. Mais il me disait, mais voilà, ça faisait 1 an qu'on avait donné justement cette semaine pour aller en Espagne pour voir ma mère et on n'a pas pu parce que elle était dévastée. Et il m'a expliqué que sa tante c'était pareil, sa cousine c'était pareil, etc. Donc en gros, il y a quelque chose de non quantifiable qui ne rentre pas dans les décisions en fait, parce que nous les décisions à chaque fois c'est le nombre de lits, le nombre de cas, le nombre de tests positifs, l'incidence, etc., etc. Des chiffres en fait qui sont parfois, moi je vois, je me suis intéressé un tout petit peu. Mais quand je posais des questions, on m'a traité limite d'anti-vaccin, etc. Alors que je demandais juste, quand on donne les chiffres, est-ce que ça veut dire que les gens sont rentrés à l'hôpital avec Covid ou est-ce qu'ils sont rentrés à cause du Covid? Et juste cette phrase, avec et à cause, ça y est. J'ai dû en bloquer une centaine sur Twitter parce qu'ils devenaient fous. C'est des gens qui me suivaient depuis 3 ans, ils ont perdu la raison. Comme si on n'a plus le droit de poser une question parce que justement, je pense que les gens, en fait, derrière cette donnée où je pose juste une question parce que ce chiffre est tellement regardé avec ou pour, voilà, c'est tout simple de demander ça. Parce que, et pourquoi j'ai demandé? Je vous expliquerai, si je peux, Louis, si tu peux me laisser encore 2 minutes, j'expliquerai pourquoi j'ai demandé ça, parce que c'est pas sorti de nulle part, je suis pas allé fuiner parce que j'ai une expérience personnelle, je vais l'expliquer. Parce que j'ai posé cette question, j'ai l'impression que j'ai touché à 2 choses fondamentales chez les gens. Leurs angoisses, l'angoisse de la mort, et leurs envies, leur passion de vivre comme avant. Et en gros, comme si moi, tout seul, avec cette seule question, j'avais remis en cause justement le fait qu'ils puissent sortir, qu'ils puissent avoir le droit à jouir de la vie comme ils le faisaient avant. Alors c'est une simple question. Et deuxièmement, de les remettre un peu face au fait que je leur pose des questions qui les ramènent en fait à l'idée de finitude de l'homme qu'ils ne veulent pas accepter. Et donc voilà, et ça aussi, l'histoire de la finitude de l'homme que je retrouve avec cette expérience du virus du Covid, je la retrouve aussi dans l'économie. Par exemple, c'est quoi le crédit? C'est courir après le temps. Courir, c'est-à-dire prendre de l'avance. Je fais du levier, j'achète maintenant parce que je veux gagner du temps sur le temps. Et comme dit Bernard Maris, il dit on passe notre vie à la gagner, mais en fait, on perd tout notre temps, parce qu'on passe notre vie à courir après le temps, et à la fin, on arrive à la retraite, on croit qu'on a bien tout réussi, etc. Et peut-être que à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on va mourir. En fait, tout est vain. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose dans la médecine. J'ai envie de demander aux gens, est-ce que vous préférez vivre 70 années pleines, en bonne santé et avec le temps que vous pouvez passer avec vos proches, etc. Ou est-ce que vous voulez vivre 10 ans de plus, ou 20 ans de plus, et terminer en EHPAD et complètement malade? En fait, c'est le temps, ça veut rien dire de dire l'expérience de vie, elle est de 82. Mais je sais pas. Quand je lis l'histoire, je vois que des gens à 25 ans, c'était des cadors. À 42, ça y est, c'était des généraux, ils avaient tout cassé. Donc je me dis, c'est quoi en fait? Est-ce qu'on veut que la vie soit concentrée ou est-ce qu'on veut qu'elle soit étalée? Et pourquoi moi, quand on parle à un capitaliste, voilà, il te dit il dira toujours l'espérance de vie. Oui, maintenant on a des iPhones, on a 2 machines à laver, etc. Je sais pas. Est-ce que ce sont des critères justement, tous ces chiffres qui sont sortis? Est-ce qu'on vit mieux ou pas? Voilà. Après lui, je te dirai parce que c'est trop long, et je te dirai après pourquoi j'en suis à me poser la question, est-ce que c'est avec ou pour? Et c'est juste c'est hallucinant en fait. Ah, merci Anis. J'entends dans ce que tu dis finalement qu'il y a cette question du nombre, du chiffre qui devrait représenter beaucoup plus que ce qu'il représente. Que derrière lui, il y a tout un univers de non-dits, un univers d'émotions, un univers de variables inattendues qui sont parfois inquantifiables, ou pas de manière discrète, qui sont du domaine de l'émotionnel, des projections sur la mort, sur la vie, et qu'on demande un chiffre au trader à la fin. Combien tu as fait? Mais derrière, c'est plein de projections sur l'avenir, c'est plein de projections sur le passé, sur ses relations sociales, sur ses relations professionnelles, sur la place de son boss, sa place à lui, son orgueil, qu'est-ce qu'il attend de lui-même, est-ce qu'il est plutôt fier, plutôt timide, mais qu'en fait, ce seul chiffre, derrière lui, il y a tellement de choses. Et je crois qu'en fait, c'est une vraie question autour de ce qu'on appelle le big data. Là, je prends un petit peu ma casquette, on va dire, de chercheur indépendant en anthropologie de la technique. C'est que doucement, s'est mis à l'œuvre une duplication numérique du monde.
Qu'est-ce que je veux dire par là? La mise en nombre, la mise en chiffres, dans des espèces d'énormes tableaux Excel, de tout ce qui était le réel, avec une prétention des systèmes numériques vendus par l'industrie de la data, à essayer d'enregistrer toutes les occurrences du réel et toutes ses variations. Votre température, votre hygrométrie, la quantité de votre déplacement physique sur un GPS avec vos coordonnées géographiques en permanence, la quantité de pognon sur votre compte en banque à la nanoseconde, etc. Donc en fait, d'essayer de mesurer tout ce qui faisait, ce qui se passe dans cette pièce. Et si j'avais un énorme tableau Excel en permanence évolutif de l'ensemble de la numérisation des variables, la luminosité, la texture des murs, la résistance du matelas derrière, la profondeur du bleu, etc. Ça y est, j'aurais réussi à faire dans le monde numérique un double parfait de la réalité. Mais un double que je contrôle, un double que je comprends, alors que la réalité, je ne la comprends pas. Et là, enfin, je pense que ce double numérique, je suis capable de tout dire. Et si je suis capable de tout dire et tout voir, je m'affranchis de ma condition d'être humain, qui est limitée par ses 5 sens, sa bêtise, ses capacités à appréhender le monde. Enfin, je suis un surhomme. Je suis capable de tout comprendre de ce qui se passe en permanence dans cet endroit-là. Donc, je deviens tout puissant. Il y a un auteur qui s'appelle Éric Sadin, qui a écrit 2 livres qui sont vraiment majeurs sur ce sujet-là. Un premier qui s'appelle La vie algorithmique, critique de la raison numérique. Je vous l'affiche là pour que vous le retrouviez. Il est en poche maintenant, pas très cher, dans une super collection qui s'appelle L'Échappée. C'est une maison d'édition vraiment que j'aime beaucoup, qui est très anarchiste. Mais donc voilà, je vais vous parler de mes affiliations. Et puis un deuxième livre qui s'appelle Intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, l'anatomie d'un anti-humanisme radical, et qui reprend en fait les pensées d'un penseur qui s'appelle Jacques Ellul et qui parlait de la technique ou l'enjeu du siècle. Et Jacques Ellul, c'est vraiment quelqu'un qui est très très important pour comprendre les enjeux du numérique aujourd'hui et ce qu'il lui avait appelé le bluff technologique, une espèce un coup de bluff quoi. Et le coup de bluff magique là sur ce big data, c'est de dire si j'ai tout enregistré, je suis capable de dire mieux que toi, la réalité. J'ai une puissance alethéique. L'aletheia en grec, c'est le dévoilement, la vérité du dévoilement. J'enlève un voile, regarde. Tu vois enfin. Tu pouvais pas voir, tu comprenais rien. Tu avais du flou dans les yeux là sur ce qui se passait. Moi, je t'enlève le voile. La moyenne, les écarts glissants, les écarts types. Ça y est, tu vois enfin, tu as un tableau de bord. Et donc, il y a une puissance de révélation. Et au passage, cette puissance alothéique du big data, elle remplace ma capacité à comprendre le réel. Ce que je dis moi, on se fout quoi. C'est un peu comme si on essayait de prédire le temps qu'il fait. C'est l'exemple même des modèles météorologiques prédictifs. Moi, je sors dehors, je regarde par rapport à hier, comment je sens mes articulations, je me dis ouais, peut-être qu'il fera beau. Quoi. Et puis, parce que je vis à Marseille, donc il fait toujours beau. Et puis, non, le modèle prédictif météorologique, lui, il intègre le mouvement des masses d'air, le mouvement des zones hygrométriques, les dernières pluies enregistrées. Vous avez des cartes qui bougent de tous les côtés, à toutes les altitudes. Et il vous dit, moi, je suis capable même jusque dans 15 jours de dire ce qui va se passer. Parce que si j'ai le modèle parfait à un instant T, une duplication parfaite du monde avec toutes les variables, si je fais varier quelques variables, je suis capable de dire quel va être l'état global du système à T plus 1. Et donc, non seulement le big data a un pouvoir alothéique, il m'a remplacé dans le fait de dire la vérité, il a remplacé l'humain, et donc le modèle météorologique dit mieux que moi la vérité, Waze dit mieux que vous par où il faut passer dans ce qui se passe sur le trafic, il va être aussi capable de vous prédire l'avenir, de vous dire il va se passer ça. Et non seulement il vous prédit l'avenir, mais ce qui est beau, c'est qu'au passage, il s'accapare la possibilité d'une prescription sur l'avenir. Waze, par exemple. Waze vous dit l'embouteillage est là, passe par là. Mais donc Waze crée l'embouteillage s'il a envie. Parce que s'il nous fait tous passer au même endroit, il va créer l'embouteillage. Donc il y a un pouvoir prescriptif du big data sur le réel. Mais tout ça c'est la prétention. Donc c'est une énorme prétention du big data à remplacer finalement ce qu'on appelle l'herméneutique humaine, c'est-à-dire la capacité d'interprétation des signes de l'humain. Tout ce que moi j'interprète, on s'en fout. Ça n'a pas de sens.
tout ce que je vois en médecine sur un patient, non, on s'en fiche. Prends l'evidence-based medicine. Ah, et puis même pas l'evidence-based medicine. Maintenant, tu vas prendre de l'interprétation algorithmique de big data qui va prédire la courbe épidémique à partir de la courbe épidémique que tu as et des variables. Sauf que, là, moi, j'en viens aux limites, parce que là, je vous montre la puissance et la puissance d'impact et la façon dont il y a un rapt, un hold-up du pouvoir. C'est-à-dire que ce big data, en gros, devient l'oracle qui vous prédit tout ce qui va se passer. Et vous le prédit de manière automatique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tout va devenir automatique. Mais il y a des biais majeurs dont Agnès vient de vous parler, en fait. C'est tout ce qui est caché derrière les nombres, tout ce qu'on ne voit pas, toutes ces variables qui ne sont pas prises en compte. Et pour ça, il faut comprendre la différence entre un système compliqué et un système complexe. Un système compliqué, c'est un système qui a plein de variables, mais je les connais toutes. Et donc, je suis capable de jouer avec. Je suis capable d'envoyer un fusée sur la Lune. Très compliqué, mais je suis capable. Un système complexe, c'est un système qui est compliqué, mais où je ne connais pas toutes les variables. Il y en a toujours qui sont cachées. Et je suis incapable, en fait, de dire et de prévoir. Et tous les systèmes vivants sont des systèmes complexes et pas des systèmes compliqués. Parce que les systèmes compliqués, ce sont des systèmes morts. Donc, les systèmes vivants sont complexes et donc, par définition, vont échapper à notre modélisation. Ça veut dire que quoi que je fasse, autant de data dont je dispose que je veux, même si j'essaye d'avoir des téraoctets de data, à la fin, on pourrait le résumer un peu trivialement en disant il y a le PFH, le putain de facteur humain. Ah, zut, comment on va faire avec ça, quoi? Et c'est bien le bout du big data de dire il faut enlever le PFH. Et comment faire? En enlevant l'humain. Ah, si on n'a plus d'humain, on n'a plus d'erreur. Tout roule comme sur des roulettes. Enfin, le plan se déroule sans accroc. Vous vous souvenez du gars dans l'agence touriste avec son gros cigare? J'adore les plans qui se déroulent sans accroc. C'est le truc des ricains, ça. Les Américains, ils adorent ça. Quand il y a un process, c'est un truc d'anglo-saxon. Le step 0, did you plug in your computer? Step 1, did you switch on the power button? Step 2, tu vois, quand tu appelles la hotline en Inde pour faire marcher ton truc, il commence par te reprendre les process de A jusqu'à Z. Alors qu'un Français, il aura chanté le truc, il sera direct non, mais ça marche pas sur ce truc. Et en fait, souvent, ils ont raison. C'est ça qui est un peu terrible, c'est que j'ai oublié de brancher. Ouais. Et donc, on cherche à séparer de l'erreur humaine. Et pour ça, se séparer de l'humain. Et en fait, dans tous les systèmes techniques actuellement à l'œuvre, on en parlait un tout petit peu avec Anis avant le début de cette intervention, on retrouve ce même schéma que petit à petit, le big data et l'interprétation algorithmique du big data devrait conduire devrait prendre en charge la bonne conduite du monde. Et qu'il n'y ait plus d'humains à l'école. On va faire des logiciels qui vous apprennent directement, vous cliquez, c'est un logiciel pédagogique, il est très bien fait, c'est automatique, l'enfant monte en niveau, il a des évaluations, il a des bosses de fin de niveau, et à la fin, il connaît la grammaire par cœur. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas besoin, vous pouvez le faire à la maison, à distance. La santé. Non, vous n'avez pas besoin d'un médecin, on s'en fout en fait. Le gouvernement décide, on met en place le process, la haute autorité de santé décline, et puis on vous fait un médicomaton dans un Leclerc. Vous allez rentrer, tirer la langue comme ça, vous prendre en photo, il va sortir l'ordonnance directe, parce qu'il aura pris les variables, et c'est bon, il sait ce que vous avez, quoi. C'est la même chose en finance. Il y a moins d'humains, tant mieux, quoi. On gagne plus de pognon, quoi. Enfin, on optimise le rendement, quoi, avec un certain niveau de risque statistique sur ce qu'on fait. Dans la prédiction d'une épidémie. Non, et les médecins qui vous disent qu'il n'y a pas beaucoup de malades, les humains qui vous disent non mais ça va, moi en fait j'ai pas besoin d'un test pour aller bosser, quoi. Je me sens bien, je peux prendre le train, quoi. Il n'y a pas de souci, je crache sur personne, je crache sur personne, ça va. Non, on va vous faire un test, on va voir le numéro. Et petit à petit, votre appartenance même à la société dépend du fait de souscrire à la prédiction des oracles du big data. Donc ça, on en arrive un peu au crédit social. Puis après, je te laisse la parole, je m'arrête là. Mais juste, je voudrais rajouter quelque chose. C'est les biais du big data. Ces biais, c'est ce que je vous ai dit sur complexe et compliqué. Vous vous souvenez peut-être tous de cette expérience qui a consisté à mettre des téléphones portables dans un caddie sur une grosse avenue à San Francisco. 200, 300, 500 téléphones portables dans un caddie. Et de les connecter à Waze, tous. Et de se retrouver à l'heure de pointe de cette énorme avenue San Francisco et de la trouver déserte. Parce que d'un coup, le caddie avait généré un embouteillage virtuel sur Waze. Et donc, Waze conseillait à tout le monde de ne pas passer par là, car la rue était complètement emboucanée. Mais dans le réel, il n'y avait personne. Mais dans le monde numérique,
il y avait tout le monde et un embouteillage. Et donc, il y a à la fois un énorme biais et derrière un pouvoir prescriptif d'énormes conneries. C'est-à-dire, bien sûr que vous auriez pu passer par cette avenue, mais que vous n'allez pas y passer parce que vous faites plus confiance au monde algorithmique, à l'interprétation algorithmique du big data par de l'intelligence artificielle en deep learning, qu'à vos propres sens et à votre propre bon sens. Vous faites plus confiance au gouvernement, à la HAS, aux études de Pfizer, qu'à votre propre bon sens qui vous dit ça va, j'ai 42 balais, je suis pas malade, je risque rien. Il n'y a personne de cet âge-là qui meurt de ce virus, tout va bien, quoi. Je n'ai besoin de rien. Voilà. Je te laisse la parole à Nice. Merci. C'est très riche tout ce que tu as dit. Et moi, je vais encore une fois rebondir qu'avec mon expérience professionnelle. Et tu vois, là, j'ai connu, moi, en fait, je suis arrivé en 2001 où ils demandaient en finance beaucoup d'ingénieurs. Pourquoi? Il y a eu ce qu'on appelle le passage de la criée à l'électronique. Donc, on est passé un peu de traders filous, etc., à des traders ingénieurs qui venaient des grandes écoles françaises et les deux banques qui étaient le fleuron justement des produits dérivés sur actions, c'était la BNP et la Société Générale. Et ce qui est marrant, c'est que vers, on va dire, 2010-2011, on a pu mettre en place au sein des banques des théorèmes, on va dire, mathématiques, qui dataient de 50 ans à peu près, des années 60, et que ce soit les réseaux neuronaux ou SVM, Super Vector Machine. En gros, c'est quoi ça? C'est juste, on prend toutes les datas qu'on a, et on est capable de les processer en faisant du learning. Qu'est-ce que ça fait? Ce que ça veut dire du learning, c'est que au lieu d'avoir un trader junior à qui je dois parler toute ma vie et me casser la tête avec lui et vivre l'humain, il a de mauvaise humeur, voilà. Je vais créer un trader qui va être super beau parce qu'il va me ressembler à moi. Il va réfléchir comme moi. Donc je lui dis voilà, tu pars, tu es né en 1975 et tu as 0 balai, mais contrairement à tout le monde, tu réfléchis et tu vas commencer à apprendre. Donc je lui donne toutes les datas qui existent entre 1930 et 1975, qui sont pas très riches, mais bon, c'est ce qu'avaient les traders à l'époque. Donc il apprend sur le passé, et petit à petit on avance avec le temps, et à chaque fois je lui dis de prendre une décision. D'abord on lui donne un apprentissage, on va dire entre 1975 et 1980, il va apprendre, mais il va pas prendre de position. Et en 1981, le 1er janvier, je dis voilà, maintenant tu as assez appris. Moi, je t'ai donné des éléments et toi, tu as assez de données. Maintenant, essaye de prédire le futur. Et donc ça, que ce soit les réseaux neuronaux ou la classification via SVM, ça processe énormément de data. Et en gros, on va lui dire, c'est soit blanc, soit noir. T'achètes ou tu vends? Voilà, c'est tout. T'achètes, tu vends, c'est tout. Mais il va le faire sur énormément de produits. Et comme il va apprendre petit à petit, à la fin, il va être plus intelligent même que moi et que mon trader junior dont je n'ai plus besoin. Donc les équipes, moi, dans mon secteur, c'était à peu près 40 personnes. On est passé à quasiment 8-10. Et donc en 2010-2011, moi j'ai commencé vraiment à m'intéresser qu'à ça et de faire ça à côté. Je me suis dit, je vais apprendre. C'était très stimulant mathématiquement. Je me suis dit aussi, ça va être ma porte de sortie, parce que j'en ai marre d'une banque de se battre pour l'argent. Je fais ça parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup, quoi. Juste un bon informaticien et un bon mathématicien, voilà. Et l'affaire est jouée. Et donc j'ai fait ça, mais en fait il y a un truc qui m'a fait énormément peur en 2000. C'était mai 2010 et même après, ça m'a fait énormément peur même après. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en mai 2010, il y a eu ce qu'on appelle le flash crash. C'est quoi le flash crash? J'étais rentré chez moi et j'ai eu un appel paniqué d'un junior qui m'a dit Anis, il faut que tu viennes tout de suite. Il se passe un truc de malade. Donc à l'époque c'était les BlackBerry. Je regarde, on n'avait jamais vu ça. En même pas une dizaine de minutes ou 5 minutes, le S&P, qui est la plus gros indice américain, des 500 plus grosses valeurs américaines, avait perdu 10%, même pas 5 minutes, avec des actions qui valaient $80, qui valaient plus que 1 centime. Mais c'était la fin du monde. Donc on est tous retournés au boulot, en panique totale, et le temps qu'on revienne, en fait, c'était remonté quasiment au niveau d'où c'est parti. Mais quand il y a eu des études plus tard pour savoir ce qui s'est vraiment passé, bah bien sûr, comme d'habitude, ils ont trouvé un bouc émissaire, un gars qui est pas loin, ici à côté de l'aéroport d'Heathrow, soi-disant, qui était dans son garage, dans sa cave, en train de mettre des faux ordres, et ils l'ont fait rentrer en prison. Donc ils ont trouvé la solution. Mais en fait, il y a des gens un peu plus sérieux qui ont essayé de comprendre ce qui s'est passé.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, quand je vous ai dit, mon trader artificiel réfléchit sur le passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on est sorti complètement du passé. On est rentré vraiment dans une phase d'inconnu. C'est-à-dire, à un moment, les algorithmes ont commencé à réfléchir sur quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu avant. Et ils ont commencé à se battre entre eux, les algos, et ils ont créé ce qu'on appelle le chaos. On est vraiment rentré dans on dirait, mais vraiment comme si il y avait une mini fuite dans une piscine. On est rentré dedans et on est arrivé en terrain inconnu. Et là, ça a fait tout et n'importe quoi. Donc, il y a des algorithmes qui ont vendu des multinationales qui valent des milliards et des milliards pour 1 cent de dollar. 1 cent. L'intelligence qu'il y avait dedans lui disait de le vendre à 1 cent. Voilà. Alors, comment ça s'est arrêté tout ça? C'est très inquiétant. Attends, juste avant que tu nous racontes ça, je peux raconter une autre anecdote qui est dans le même sens, mais après tu nous donneras la conclusion. Mais un logiciel d'intelligence artificielle et de deep learning un peu connu était en charge de reconnaître des loups sur des photos versus des chiens. Donc c'est quand même un truc simple par rapport à ce que tu fais toi. Mais il se trouve que voilà, il s'était bien entraîné, il est très bon, meilleur que les meilleurs experts du loup. À prédire est-ce que c'est un loup, est-ce que c'est un chien. Et puis un jour, on lui met un lapin. Et il dit, c'est un loup. Pas de problème. Tout le monde est un peu étonné, quoi. Ah non, c'est un lapin, quoi. Et on lui demande, on fait une requête pour essayer de comprendre, parce que le problème, c'est comment est-ce qu'il a optimisé son algorithme par l'intelligence artificielle. Et il dit, saturation des niveaux de blanc, comme critère dominant. Ah bon? Mais c'est quoi ça? En fait, le lapin était sur fond de neige. Et la plupart des loups, même la majorité des loups étaient sur fond de neige. Et pour lui, c'était devenu le critère principal d'analyse de la photo. Et donc à la fin, un lapin sur fond de neige était un loup. Merci l'algorithme. Ça ressemble un peu peut-être à ce qu'il a dû se passer avec cette multinationale. Mais c'est exactement ça en fait. C'est qu'à la fin, lui, c'est que autant une machine est froide, n'a pas d'émotion. Quand on lui dit d'acheter, elle achète. Quand on lui dit de vendre, elle vend. C'est-à-dire qu'elle est binaire. Moi, quand j'étais petit, on m'a expliqué l'histoire avec les anges, etc. Mais moi, je ne serais jamais un ange. Comment je pourrais aller prendre la vie d'un papa qui a plein d'enfants? Mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que j'ai le libre arbitre. La machine, elle n'a pas de libre arbitre. Elle fait ce que je lui dis de faire. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est l'avantage de la machine, c'est qu'elle est froide et qu'elle fait. Par contre, l'être humain, il a quelque chose de plus fort que la machine. Il a son bon sens. Un de mes traders n'aurait jamais vendu Procter & Gamble ou quel que soit d'autre à 1 centime. Il l'aurait acheté. Donc, c'est là où je me suis dit, mais en fait, ça, c'est appliqué à la finance. C'est pas grave, on s'en fout, c'est de l'argent. Bien que derrière, il peut y avoir des réalités économiques et justement des vies humaines derrière. Mais ce que je me suis dit, c'est que si ce qui arrive là à l'économie peut arriver demain parce qu'on est toujours en avance, nous, la finance. En avance sur tout le monde. C'est là où il y a plus de R&D, etc., de quant. Tous les polytechniciens, les normaliens, ils se ruent non pas à l'INSERM ou au CNRS, ils se ruent chez nous parce que c'est là où il y a le plus d'argent. Donc, je me dis que si demain on met de l'intelligence artificielle sur les réseaux ferroviaires et que du jour au lendemain, parce que il y a justement des algos qui deviennent fous comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Pareil avec le nucléaire, mais qu'est-ce qui va se passer si on commence petit à petit à rentrer l'intelligence artificielle et si justement les algos commencent à se battre entre eux? Il n'y a pas d'interrupteur. Et justement, alors comment ils ont arrêté, ça c'est une rumeur, mais c'est fort probable. Ils disent que c'est un être humain qui a été dans les serveurs et qui a unplugué qui a retiré les prises électriques. Voilà. Donc c'est un être humain qui est parti pendant 28 secondes, qui les a enlevées et qui les a remises. Donc on a perdu le système pendant 28 secondes. Et en fait, en 28 secondes, les algos ont repris leurs esprits. Et quand il a remis, ils se sont réinitialisés, peut-être avec le passé qui venait juste de se passer. Et ils sont tous les stocks sont remontés. Donc ça, justement, ça dit quoi? C'est que
on y gagne un peu à mettre de l'intelligence artificielle, à rendre les choses plus techniques, mais est-ce que c'est au service de l'homme ou pas? Donc tu citais Ellul, j'allais en parler en plus. Quand je l'entends, etc., il m'a dit, bon, on se tue à faire en sorte qu'on puisse faire les choses plus vite, mais on a de moins en moins de temps. On est toujours pressé, on n'a jamais le temps de rien. Donc, on veut la voiture qui va le plus vite possible. On va tout faire en sorte pour avoir des bolides qui roulent à 300 km/h. Mais pour faire un Paris-12 Marne-la-Vallée, ça prend 1h30. Donc, limite en vélo, j'y vais plus vite, quoi. Et donc voilà, c'est juste, on gouverne nos vies par les chiffres. Voilà. Et on a cette dictature, par exemple, de la moyenne. Alors là, qui appauvrit énormément l'information, en fait, qui a un lissage complètement simpliste de l'information et de la complexité de l'information. Juste, je voudrais rebondir sur plusieurs points que tu as soulevés. D'abord, l'idée qu'il n'y a pas de perfection derrière l'algorithme. Il n'y a qu'un système technique. Et pourtant, l'humain, il a envie de croire que le système technique sera parfait, lui dira tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, sera le nouvel oracle. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Anthony Lewandowski, qui a participé chez Google à faire la Google Car, qui a créé une religion de l'intelligence artificielle, qui s'appelle The Way of the Future. Parce que, en fait, ça, ce serait Dieu. Enfin, l'intelligence artificielle, ce serait le truc parfait, capable de tout comprendre, de prendre toutes les données, alors qu'un humain, il peut pas. Donc c'est ça, Dieu. Vous comprenez que c'est des fous de la Silicon Valley. Mais que ces fous de la Silicon Valley, ils y croient tellement fort, qu'ils préfèrent que ce soit des intelligences artificielles avec du deep learning qui gèrent du big data, que j'ai appelé l'interprétation algorithmique du big data, pour conduire les affaires humaines. Et donc, on a une data-driven factory, des usines conduites par la data. Tout le stock dans les entrepôts Amazon est conduit par la data. Le gars sur son Clark qui va aller chercher les trucs, il est conduit par la data. Il a même des impulsions électriques pour lui dire non, va plus à gauche, c'est par là, tac, tac, pour le guider, pour pré-guider son Clark. Parce que lui, il est juste là pour finir le boulot, quoi. Au fond, s'il y avait un automate qui le faisait naturellement, tant mieux. Et ce mouvement-là, en fait, c'est l'idée d'aller chercher la perfection. Et c'est un mouvement qui date du XVIIIe siècle. Peut-être il y a des stigmates avant, mais en tout cas, c'est ce que je vois moi, dans cet idéal des Lumières qu'on nous a vendu comme étant l'alpha et l'oméga de la réflexion humaine, quoi. Donc, à mon sens, c'était quand même assez pauvre, en fait, assez faible. Et vous avez les anglo-saxons, notamment quelqu'un qui s'appelle Hobbes, qui publie un livre qui s'appelle Le Léviathan. Et dans Le Léviathan, il décrit une société parfaite, enfin débarrassée des scories de l'erreur humaine, où la taille des rues serait exactement comme il faut pour que les carrosses se croisent sans jamais se frôler, pour que les humains sur le trottoir, il n'y ait pas de heurts, pour que tout soit parfait. Et pour que tout soit parfait, tout est mesuré, tout a le bon nombre, tout est numérique. Et on arrive à cette idée de gouvernementalité numérique dont tu parles, Anis. Il y a des très bons professeurs d'université en France qui ont fait je ne me souviens plus son nom, comme ça, vous chercherez sur Google, vous tapez gouvernementalité numérique. C'est très intéressant. Qui ont la prétention à dire tout va être régi par les nombres. Et on va mettre des systèmes techniques en place de plus en plus optimaux en termes d'efficience et de rendement. Et donc, on va mettre en place l'industrialisation de la production des choses. Plus de manufacturiers, c'est long, c'est coûteux, c'est compliqué. Ça fait parfois des étoffes qui ne sont pas belles, des spinning jenny. La même qualité nivelée de la moyenne. Un truc toujours à peu près pareil, pas d'outlier, très peu. Et au passage, on va virer tout le monde. Vous avez des révoltes en Angleterre, tout ce qu'on appelle le ludisme. Ned Ludd, je crois. Ned Ludd, c'est justement ces manufacturiers des soieries qui vont dire attendez, vous êtes en train non seulement de détruire notre boulot, mais de dire je sers à rien en nous remplaçant par les spinning jenny. Et donc il y a même des gens qui sont pendus pour cette histoire. Pareil en France, dans les soieries, les canuts à Lyon, les canuts vont être remplacés par des métiers à tisser. Et pareil, il y aura des révoltes très importantes. Ils vont reprendre le pouvoir. Donc on sent qu'il y a une tension entre l'humain et l'outil, la machine technique. Et que cette tension, elle aboutit à la fin à faire un système industriel où l'humain est au service de la chaîne de montage. Et il court derrière la chaîne de montage, comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. Il est toujours en retard par définition, quoi. Il essaie de serrer le boulon, mais ça va plus vite que lui. La semaine d'après, on a changé le process, et puis la semaine d'après, on a encore changé les normes. On a changé le principal d'optimisation.
C'est pareil à l'hôpital. Chaque année, la HAS change. Qu'est-ce qu'on doit optimiser? Et on ne sait plus. Et à la fin, on est désapproprié de notre propre capacité à rêver un système de santé correct, de notre propre capacité à savoir, mais pourquoi cette machine, elle tourne? Et la machine, elle tourne toute seule, et elle produit, et elle crache au bout de l'usine toujours le même produit. Et à la fin, l'humain, il fait des révoltes ouvrières, parce que la condition ouvrière est insupportable. Qu'à cela ne tienne, on va le transformer en salarié. Et puis les machines, on va mettre encore plus de machines dans les usines. On va mécaniser, on va automatiser. On va mettre des robots avec des bras qui vont faire tout seul la bagnole. Non, non, c'est fini, les équipes de 15 personnes qui font une portière, qui le volant. Non, non, maintenant c'est le robot qui assemble. Et je peux te sortir 300 bagnoles jour. Mais pourquoi? Une accélération, une accélération. Et là, je vous invite à lire un penseur qui s'appelle Hartmut Rosa, qui est un sociologue allemand, qui est dans la suite de l'école de Francfort, donc Adorno, Horkheimer, des gens comme ça, quoi, et qui sont des réflexions sur la modernité et la postmodernité, et qui parle de ça dans Accélération et aliénation, ça s'appelle son livre, je crois, et qui dit mais en fait, on est en train de nous voler notre vie, quoi. Tout va tellement vite, j'ai plus le temps de rien. Au nom de l'efficience du système technique, vous avez remplacé le fait d'écrire à la main des lettres par des mails. Moi, je reçois plus de 600, 700 mails par jour. Je suis incapable de les traiter. J'y arrive même pas, quoi. Je suis dépassé, quoi. Je lis en diagonale comme ça, je pas le quart des informations. Alors qu'avant, les gens, ils écrivaient à leurs amis le samedi matin, ils prenaient la demi-journée pour écrire, et ils écrivaient à 5 ou 6 amis avec qui ils avaient une correspondance épistolaire. Vous allez lire les écrits de Montaigne avec la Boétie ou des trucs comme ça, vous allez dire, c'était merveilleux, quoi. Il y avait un foisonnement d'intelligence. Non, 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 je t'envoie, même Google vous dit, Gmail vous dit la réponse type attendue. Il vous la propose. Super, merci beaucoup. Waouh, quel cadeau. Oh, super, bon anniversaire. Et vous cliquez dessus, vous n'avez même plus besoin de réfléchir. En fait, la machine vous a remplacé doucement. Vous n'êtes plus en train d'utiliser la machine. C'est la machine qui vous utilise. Et ça, c'est le bout du système technique. C'est vous êtes devenu une variable du système technique. Vous n'en êtes plus le maître. Que ce soit pour la monnaie, la science, la santé, c'est pareil. Nous ne sommes plus que des variables dans un gigantesque big data. Et donc, on arrive doucement au crédit social peut-être à Nice, mais c'est mon appartenance à ce système technique est sous-tendue par le fait que je suis d'accord avec sa finalité, qui n'est que l'efficience, et avec l'évacuation progressive de l'humain et de toute parcelle d'humanité dans le système technique. Sauf qu'il y a une vraie révolution, c'est que l'humain, il n'est pas fait pour ça. L'humain, il est fait pour mettre le bordel. L'inconnu. Mais si je peux rebondir avant de passer au crédit social, parce que moi aussi, j'estime que la grosse arnaque du dernier millénaire, c'est vraiment la Révolution française. C'est qu'en gros, en décapitant le roi, en essayant dès le début de tuer l'Église, on s'est retrouvé avec un vide. Et je pense qu'il a été comblé très rapidement par deux écoles. Pour moi, c'est ces deux mouvements qui façonnent le monde dans lequel on vit. Et j'ai envie de dire, alors que j'adore la science, j'adore les maths, mais je sais les mettre à leur place. Et je pense que c'est justement ces deux mouvements messianiques qu'il y a eu, juste à la suite de la Révolution française, que je combats aujourd'hui. Et ce sont quoi ces deux mouvements? En gros, il y a le mouvement de Saint-Simon et Auguste Comte, justement, qui se disent, voilà, il n'y a plus de Dieu, mais nous, on va vous apporter la connaissance, c'est-à-dire la connaissance de qui vous êtes, d'où vous venez, parce que vous donnez la religion, et on va vous donner aussi le bonheur, le paradis, mais sur terre. Pourquoi? Parce qu'on va améliorer par les connaissances votre niveau de vie et pousser au maximum votre espérance de vie. Donc ça part d'une bonne intention. De l'autre côté, c'est Freud qui disait ça, il disait la religion, elle remplit trois critères, en gros, trois choses. La première des choses, c'est qu'en gros, elle nous explique le monde, d'où on vient, pourquoi, etc. Mais la science peut le faire. Et aussi, la religion nous donne justement un cadre juridique. Mais encore une fois, les hommes peuvent le faire aussi. Mais il y a quelque chose que la religion nous donne,
et que justement on peut pas avoir dans ce monde, justement quand on a décapité le roi et qu'on a voulu tuer l'Église, c'est justement répondre à une question existentielle qu'on se pose dès qu'on a conscience de la mort, c'est justement sur notre finitude. Aucune science, rien ne peut nous donner justement cet espoir de vivre indéfiniment et justement d'accepter notre finitude. Et c'est là que rentre le deuxième mouvement messianique. Parce que, en gros, Polytechnique a été créé en même temps, bon, Polytechnique, Saint-Simon, etc., il venait de là, en même temps que Auguste Comte, etc., a été créé en même temps que la Banque de France. En 1800, 7 ans après qu'on ait décapité le roi de France, la Banque de France, qu'est-ce qu'elle fait? En gros, par le crédit, par la monnaie, justement, elle va répondre à des gens, à ce vide laissé, qui est sur la vie éternelle, en permettant, par un capitalisme exacerbé, de pouvoir accumuler de l'argent à l'infini et avoir cette vaine prétention de vouloir vivre infiniment. Pourquoi? Parce que selon l'équation, l'argent c'est du temps. Plus j'ai de l'argent, plus j'ai de temps, et donc je peux me projeter à l'infini. Et donc ce qui est même, en fait, se rassurer sur le futur. Ouais, en fait. futur, exactement, c'est ça. Et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que quand on regarde le mec qui a créé PayPal ou quand on voit Bezos, etc., justement, eux sont dans cet esprit de se dire, mais moi j'ai des milliards, j'ai tout investir justement pour pouvoir peut-être faire en sorte que je puisse vivre indéfiniment. Et donc, je pense comme toi que la révolution a été une arnaque dans laquelle sont engouffrés les scientistes qui veulent justement nous donner ce bonheur, etc., et ne pas et faire en sorte qu'on oublie, créer pour nous le paradis sur Terre. Mais ce matin, j'écoutais encore, parce que ça fait du bien de le réécouter, en boucle, Bernard Maris qui dit, ouais, nous dit voilà, qu'on vit mieux que nos parents parce qu'on a plus de confort matériel, parce qu'on a une espérance de vie qui est meilleure. C'est pas vrai, je pense pas. Je pense pas qu'on vit mieux que nos parents. Et peut-être que eux vivaient plus intensément. Et donc voilà, donc c'est le point dont je voulais parler du XVIIIe siècle. Et aussi, alors ça c'est un peu drôle sur la moyenne. Alors, attends, juste avant la moyenne, je peux peut-être juste rebondir sur un des Ouais, trucs que vas-y, t'as dit, vas-y, avec ça plaisir. m'intéresse. Ouais. Donc tu nous dis que finalement il y a une sorte de façon de se rassurer sur l'avenir par l'argent qui remplace la spiritualité. Remplace la promesse de la vie éternelle, du bonheur, du paradis des mille vierges, du je sais pas quoi, par j'ai du pognon quoi sur mon compte, ouf, je vais pouvoir m'acheter plein de choses. Et il n'y a pas que l'argent ni la monnaie, il y a aussi la possession matérielle de tout plein de loisirs potentiels, de lectures potentielles. J'ai dans ma bibliothèque des livres peut-être que je ne lirai jamais, j'en ai beaucoup plus que tout ce que j'ai lu. J'ai pas juste lu ce que j'ai lu. J'ai acheté à un moment des loisirs. Je ne vais pas tout raconter de ma vie, mais où je savais très bien que j'aurais pas le temps de le faire. Mais quelque part, j'ai acheté l'imaginaire potentiel que je pourrais le faire peut-être. Je pourrais passer des heures en kayak, dans les calanques et tout ça. En fait, j'ai pas le temps. Mais bon, maintenant j'ai plus de pognon, donc le problème est réglé. Mais effectivement, pour moi, il y a cette idée que les solutions techniques, qu'elles s'appellent argent, qu'elles s'appellent matérialité, sont là pour essayer de diminuer notre niveau de souffrance sur Terre. Parce que l'humain est un être de souffrance. Sa rencontre à frottement dur avec le réel est une souffrance initiatique, qui a un sens, d'essayer justement que nous prenions notre forme, la plus belle, de poncer les scories, d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire, pour qu'il sorte le diamant, le joyau éternel qui est en nous, et qui soit là enfin à briller, d'enlever tout ce qui est inutile. Mais c'est dur, c'est violent. Il faut sortir de sa maman, il faut apprendre à marcher, bing, se cogner, il faut apprendre à parler, bégayer, s'étouffer à moitié, il faut apprendre à nager, boire la tasse. C'est dur, c'est dur. Et l'humain va n'avoir de cesse que d'essayer de mettre en place des stratégies de réduction de la souffrance. Des stratégies spirituelles ou symboliques, on pourrait dire, c'est-à-dire raconter une histoire de cette souffrance qui lui permet d'avoir un sens. Ok, j'en chie, mais il y a une raison. La maladie est tombée sur toi dans le village, mais la récolte a été sauvée. Merci, le démon s'est occupé de toi, c'était bien. Ah, ouf, j'ai sauvé la récolte en étant malade. Dans certaines tribus africaines, ça pourrait être comme ça. Je vais mourir, mais bon, ok, j'irai au paradis, quoi, surtout si je me suis bien conduit. Et
Donc, quelque part, raconter une histoire qui fait du sens sur la maladie, sur la mort, sur la souffrance. Et puis, comme tu l'as dit, raconter le monde, c'est la vocation de la symbolique et de la spiritualité, qui serait une façon de raconter le monde très différente de la façon technique ou scientifique. C'est-à-dire, on va dire que la science essaye de mettre un modèle sur un réel trop complexe. C'est-à-dire, essaye de résoudre un truc trop complexe, incompréhensible, dans un modèle compliqué qui serait enfin capable de rentrer dans ma petite tête. Parce que celui-là, j'arrive à le comprendre à peu près. Le modèle trop complexe, tout ce que je vois, là, je comprends rien, quoi. Mais non, là, si je fais un truc bien carré, là, le mécanisme de l'horloge, ça rentre. Ok, mais ça rentre au chausse-pied. Hein. La science, ça c'est la science. Et de l'autre côté, on aurait la religion ou la spiritualité, dans un sens large, parce qu'il n'y a pas forcément une église derrière, qui est, en fait, c'est trop complexe. Il faut que j'accepte le mystère. Il faut que je fasse grandir mon cerveau, que je l'ouvre beaucoup plus large et plus grand, beaucoup plus ample, pour accepter ce qui se passe simplement, et accepter même que je comprends rien, et que c'est pas du domaine de la compréhension. Mais ce sont deux façons d'essayer de comprendre le monde, on va dire. Et peut-être qu'elles sont complémentaires. Elles ne sont pas là forcément pour s'opposer. Donc ça, c'est une première vision sur science et spiritualité. De l'autre côté, cette idée que la souffrance est un donné de l'expérience humaine, que pour moi, elle est utile, mais qu'on va chercher à l'éviter, parce que c'est hyper violent, la confrontation à cette souffrance, et que les voies d'échappatoire, elles sont spirituelles d'un côté pour certains, elles sont sociales, c'est-à-dire on va avoir des pratiques sociales pour essayer d'accompagner la souffrance. Quand quelqu'un meurt, il va y avoir des obsèques. On va serrer toute sa famille dans les bras. Et la personne, elle ne sait pas pourquoi. Il y a même des inconnus qui vont la prendre dans les bras. Et ça va lui faire du bien. Parce que d'un coup, ça va la réconcilier sur il y a encore des vivants, quoi. Ouais, il y en a un qui est parti. Ok, ça va, mais je suis encore là, moi, et je suis encore en lien avec les autres. Le tissu du monde s'est déchiré. On m'a enlevé quelque chose de moi au passage, mais là, on m'a reconnecté avec d'autres. Donc ça a encore du sens. Et on a plein de pratiques sociales, normalement, pour prendre soin de celui qui a du mal, quoi, celui qui souffre. Normalement, on devrait s'arrêter de bosser. J'ai raconté plein de fois cette expérience, mais quand quelqu'un est à l'hôpital, aujourd'hui, aucune pratique sociale n'est tolérée pour aller rendre visite à la personne qui est malade. Tu as parlé de cette personne qui était malade et qui n'a eu aucune visite. C'était le cas pendant le Covid, c'est le paroxysme, l'acmé du truc, mais c'était déjà le cas avant. Faut que je loupe le boulot et tout, c'est compliqué, mon boss, il va... Bon, ça va, je prendrai une nouvelle par téléphone. Ça va. Puis vous avez d'autres gens, des gitans à Marseille, eux, tout s'arrête. 50 caravanes, 300 personnes dans le couloir de l'hôpital. On est là. Ils sont même pas dans la chambre, hein. Ils sont là. Ils viennent voir mamie. Ah, elle est très malade, elle est en train de mourir, on sait. Mais on est là. Ils font rien de spécial. Ils sont juste ensemble et ils se serrent les coudes. Et moi, ça m'a toujours énormément touché. Je me suis dit, parce que pour beaucoup de gens, en plus, les gitans à l'hôpital, c'est compliqué, ils sont 300 dans le service, comment on va gérer ça? Et moi, au contraire, je trouvais ça admirable. Vraiment, j'étais soufflé. Il y a encore cette pratique sociale de tout arrêter, d'arrêter le temps, d'arrêter tout ce qui était inutile, de gagner du pognon, d'aller bosser, pour prendre soin de ce moment-là. Il y en a un qui ne va pas bien. Et puis, donc les pratiques spirituelles, les pratiques sociales, raconter une histoire symbolique et spirituelle qui donne un sens, des pratiques sociales qui permettent de serrer les coudes et de passer à travers l'épreuve, et puis des aides techniques. Et ça, les aides techniques, c'est la monnaie, etc., c'est tout ce que vous voulez, c'est une béquille, c'est quelque chose qu'on met à notre place, pour le faire à notre place. Parce que ça nous évite de le faire. On n'a plus à se salir les mains. C'est plus facile, ça va plus vite. Mais c'est une promesse illusoire. C'est qu'à la fin, on va quand même mourir. Quand bien même on aura 50 prothèses en titane, quand bien même on aura 15 baraques, quand bien même on aura 8 ans compte en banque sur des néobanques au Luxembourg, en fait, on va en canner, quoi. Et il se trouve que c'est exactement le problème des transhumanistes, tu l'as souligné, c'est que tous ces gens qui ont tout, absolument tout, tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi en faire, ils restent avec ce problème de la mort. Et donc ils rentrent dans un délire où ils vont encore plus loin dans la technique. Ça ne marchera pas. L'absence, c'est la spiritualité. L'absence, c'est les pratiques sociales de se serrer les coudes. La bêtise, c'est de surinvestir une résolution technique de la souffrance. Parce qu'elle est une illusion. Voilà comment je vois les choses. Je dis un peu non, mais c'est bien. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens et des penseurs qui ont essayé de faire ce lien entre la spiritualité et la science. Par exemple, si je prends comme quelqu'un comme Leibniz, moi quand j'étais en prépa, donc je dois avoir 18-20 ans, et je me suis dit, mais Leibniz, pour ceux qui ne savent pas, mais moi je pensais qu'il était juste mathématicien à l'époque.
c'est celui qui a inventé quasiment le calcul différentiel. Et je commençais à m'imaginer le monde, quadrillé comme voulait le faire Leibniz aussi. C'est-à-dire que je me dis, ça c'est un point d'équilibre. En fait, je peux comprendre que dans la vraie vie, on veut aller vers ce point d'équilibre, qui est le point du bonheur, qui est le point de la justice, de la paix, et cetera, mais qu'il y a un chemin pour y aller. Et Leibniz, comme je voyais les choses en 3D avec des quadrillages, on essaye de prendre la pente, qui demande le moins d'énergie, et cetera. Je me suis dit: «Mais c'est peut-être ça la vie». Donc moi en tant que musulman, quand je vois, des religieux fanatiques qui disent: «Voilà, demain on va appliquer ça, 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 ça» et qui veulent sauter d'un point à un autre, en fait, il te faut une énergie infinie et ce qui crée ces gens, c'est du désordre. Leur intention, c'est d'aller vers un point d'équilibre, mais en fait, ils vont vers le chaos et on voit bien dans le monde, musulman, bon, on est aidés aussi pour mettre le chaos, on les aide un peu pour mettre le chaos là-bas, parce L'ère que méditerranéenne, malheureusement elle est ouais, parce que malheureusement, ils ont beaucoup de matières premières et ils sont pas très unis, donc on arrive à les désunir et à foutre le chaos. Mais c'est justement cette idée de croire que, on arrivera au point d'équilibre sans effort. Et donc Leibniz justement, lui, il quadrillait ce monde. Une autre personne, Riemann. Alors tout le monde a entendu, tous ceux qui ont été à peu près en première, terminale, ont entendu parler des intégrales de Riemann. Riemann, lui, quand il voit une Lobachevsky, c'est ça? voilà, Les espaces courbes. voilà, et Riemann, quand il voit, une fonction, il dit pas, ouais, bien sûr, il y a une moyenne. Par exemple, si elle part de 1, elle va à 10 et qu'elle monte et qu'elle descend, il va dire: «Voilà, cette fonction, elle a une moyenne». Mais Riemann a été un peu plus malin, il a dit: «Bah non, on va justement pour calculer, l'air, on va justement regarder des petits quadrillages et on aura une réalité, plus, juste, de la connaissance de cette fonction-là». Et alors, pourquoi je parle de ça? Parce que nous vivons en plein dans la dictature de la moyenne. Tout à l'heure, je voyais un chiffre qui est lancé par l'AFP. L'inflation en Europe est de 5. Je suis sûr que 99,9% des gens vont voir cette information et ils vont pas la comprendre. Ou ils vont la comprendre comme on veut qu'ils la comprennent. En réalité, 5 ça ne veut rien dire. Si je loue, que je suis jeune et que je touche un SMIC, l'inflation elle est de 10-12. Si je suis riche, que j'ai 6 appartements, que j'ai un PEA qui a explosé, cette inflation, elle me coûte certes 5, mais ce qui l'a provoqué m'a rendu riche fois 3. Donc ce 5 ne veut rien dire. Il faudrait, quasiment que les gens calculent une inflation par rapport à leurs dépenses, par rapport à ce qu'ils ont, pour voir justement est-ce que leur, niveau de vie a monté ou a baissé. Et donc, j'explique souvent, par exemple, pourquoi la moyenne ne veut rien dire, c'est que petit à petit, on a un outil qui s'appelle l'inflation, calculé par l'INSEE. En fait, l'INSEE, c'est juste, on appelle ça l'IPC, l'indice des prix à la consommation. C'est l'inflation calculée selon les critères de l'INSEE. Ce n'est pas l'inflation calculée selon les critères de Louis ou de Anis ou de Jean. Donc, on prend une moyenne et à partir de là, les gens ont confiance. Donc, quand ils disent inflation, c'est ce chiffre-là, il a pris la place de l'inflation. L'IPC est devenu égal à l'inflation, alors que l'inflation, ça veut tout dire. Des fois, moi, je dis: «Il y a l'inflation sur les marchés immobiliers». Mais non, il y a pas d'inflation, bah si, c'est une augmentation des prix, c'est ça la définition, ça inflated, c'est juste, il y a eu de l'inflation. Donc le mot inflation a été accaparé, c'est comme frigidaire, on a l'impression que tous les frigos, ils s'appellent frigidaire. Là, c'est pareil avec l'inflation. L'inflation, c'est devenu l'IPC. Et là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a une entité centrale, qui est l'INSEE, qui est sous tutelle du ministère de l'économie, qui va décider justement de ce qui va être dans le panier de l'inflation. Des coefficients, alors c'est encore plus sournois. Par exemple, je ne sais pas si les gens savent, mais l'immobilier, le logement, par des calculs de moyenne, justement encore, ne représente que 6 du panier de l'INSEE. C'est-à-dire que si vous vivez à Paris et que vous touchez 2 000 € par mois, vous êtes censé vous loger avec 120 € par mois. Voilà. Je pense pas que, les gens qui gagnent 2 000 € en France se logent avec 120 €. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, il y a beaucoup de gens qui ont acheté leur, logement à crédit et ces gens-là ne rentrent pas dans la moyenne parce que l'INSEE va considérer que ces gens qui achètent à crédit sortent du panier de l'INSEE. Pourquoi? Parce qu'ils se construisent un patrimoine et ils ne consomment pas. Parce que dans IPC, il y a consommation et elle le sait.
qui veut dire consommation, indice des prix à la consommation. Et voilà, et donc ce chiffre-là devient de plus en plus biaisé. Et ce qui est marrant, c'est que les banques, sans le vouloir, vont rentrer et arbitrer cette bêtise de la moyenne calculée par l'INSEE, parce que en fait, on a droit de créer de la monnaie autant qu'on veut, tant que cet indice de l'inflation, l'IPC, est autour de 2%. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? De 2000 à 2010, ils ont appauvri tout le monde et enrichi les, j'aime pas utiliser ce mot, mais franchement, ils le méritent, les boomers. Non, ils le méritent pas, mais ce que je veux dire, c'est ils ont enrichi, ouais, le gars de 40 ans qui était né en 1960, en 2000, qui a pu emprunter pour s'acheter son 3e, son 4e, son 5e appartement. Mais en empruntant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que l'encours des crédits immobiliers est passé de 250 milliards à 1000 milliards en 10 ans. Il a fait en sorte que justement l'inflation ne soit pas énormissime. Pourquoi? Parce qu'elle est calculée par l'INSEE et elle prend en compte le logement qu'à hauteur de 6%. Donc le fait que l'immobilier monte énormément et que c'est pas le prix de l'immobilier qui est regardé, mais le prix des locations, eh ben, on a fait en sorte que justement on appauvrisse la jeunesse à venir. C'est-à-dire que les boomers ont justement profité de ce tirage sur la masse, cette création monétaire pour. Et voilà alors maintenant, je sais que c'est pas mon domaine, mais moi j'en ai marre quand ils me disent par exemple, tout le temps, j'entends, «Oui, il y a beaucoup plus de non vaccinés que de vaccinés, blablabla, on doit vacciner tout le monde à cause de chiffres» et en gros, au départ, c'était que des chiffres en moyenne et cetera qui voulaient rien dire, des taux d'incidence. Même moi, je suis mathématicien, je comprenais rien en fait. C'est quoi ces taux d'incidence? Comment? Pourquoi? Et cetera. Moi, je suis d'accord pour regarder, alors j'ai regardé la définition, je suis d'accord pour regarder le taux d'incidence s'il y a un nombre significatif de cas. Mais si tu me parles de ce nombre d'incidences quand il y a eu 3 cas dans la semaine, tu te les gardes. Ça veut strictement rien dire. On est dans la marge d'erreur. Dès qu'on est dans la marge d'erreur, c'est fini. Je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas des statisticiens qui disent justement qu'on doit revenir un peu à Riemann ou à Leibniz et justement de quadriller un peu plus ce monde par plus de critères. Par la santé, la comorbidité, la santé des gens, leur âge, etc. Et là, non, on est dans la moyenne et dans le tout vaccin, le 100%, on est binaire. En fait, on prend constamment les hommes, en fait, ils sont en train de faire quelque chose, c'est qu'ils veulent prendre la place des anges. C'est-à-dire que constamment, ils doivent être binaires, 0-1, 0-1. Donc, il y a soit pas de vaccin du tout, ou soit vaccin à fond, et choisis ton camp. Et dès que tu ramènes un peu de nuance et que tu es dans le gris, tu n'es ni dans le blanc ni dans le noir, tu te fais démater. Parce qu'il faut que tu choisisses ton camp. Et justement, c'est cette radicalité qui tue le vivre ensemble. Et pour moi, cette radicalité, c'est quoi? C'est que les gens qui ont un peu de nuance ne sont pas capables de parler. C'est que que le monde est radical, ben, moi, si auprès des miens, je vais dire, je vais parler un peu d'islam, mais en étant, comment on appelle ça, euh, critique, tout de suite, je peux avoir des gens qui me disent mais attends, mais pourquoi tu dis ça, etc. Pareil, si moi j'essaye dans le débat public sur les réseaux sociaux, mais là je le fais plus, mais avant, de mettre un peu de nuance, pareil, tu es un islamiste, un ceci, un cela. En fait, on peut plus parler avec nuance, on peut parler qu'avec ses proches, qu'avec ceux qu'on aime bien. Mais dans le débat public, c'est très dur de parler de. Et alors, je vais faire une digression là un peu. C'est très bien d'essayer de quadriller ce monde et d'avoir des critères un peu plus approfondis, etc. De dire, bah, on va regarder la comorbidité, l'âge, etc. Ou l'inflation, on va regarder par personne, etc. Mais moi, je pense que ça, c'est quand même aussi une erreur. Alors, quand il n'y a pas longtemps, je me suis renseigné un peu sur Leibniz, que j'adorais, parce que moi, c'était ma matière où je cartonnais tout et j'allais très très loin dans ce domaine-là. Et en fait, je me suis renseigné et c'est marrant, parce que lui, était très religieux aussi. Et ce qu'il essayait de se faire, en gros, c'est de numériser la vie et justement d'essayer de numériser Dieu, en gros. Et en fait, ça m'a touché, parce que ça m'a marqué, parce que je pense que c'est vain. C'est vain parce que justement, il faut pas arriver à ça, en fait. Parce qu'on va perdre en qualité. C'est-à-dire que si dès que tu essaies d'avoir des points discrets, même s'ils vont à l'infini, et cetera, et que tu essaies de te représenter le monde tel qu'il est, tu en perdras l'essentiel. Et je pense, c'est ce point-là qui fait que moi, j'ai été beaucoup plus touché par des bergers et des pêcheurs dans mon bled que par des ENS et des X à Canary Wharf. C'est justement ce point central où je dis,
lui, il arrive à me toucher en plein dans le cœur. Je pourrais rester des heures avec lui. Et le gars que je pensais le plus intelligent du monde, parce qu'il a eu l'école que moi j'ai pas réussi à avoir, mais qu'est-ce qu'il est con. Mais qu'est-ce qu'il est con en fait. Le mec, c'est une machine. Franchement, c'est une machine, c'est tout. Et limite, lui, un jour, il sera remplacé par des machines. Mais le pêcheur ou le berger de mon bled, il sera jamais remplacé. Jamais. Parce que déjà, le mec, il est dans la poésie, il est dans la réflexion, il est dans. Et il te fait sortir de là où t'es et il t'emmène dans un ailleurs, etc. Et tout ce qui est, en fait, moi, je crois que c'est ce que j'ai commencé à comprendre, c'est que tout ce qui n'est pas quantifiable est positif. Et en fait, est une dimension, justement, de ce Dieu qu'on essaye de numériser et qui ne sera jamais numérisable. Alors, il y a des gens comme Saint Augustin qui ont cru voir deux dimensions infinies, comme la justice et la paix, et voir les connexions qu'il peut y avoir, les corrélations qu'il peut y avoir entre les deux. Mais moi, je pense justement que ces dimensions sont multiples. Elles sont de 100 ou plus. Et justement, pas seulement infinies et parallèles, mais infinies et justement dans un système multidimensionnel où chaque dimension est liée l'une à l'autre. Et c'est ça, en fait, qu'il faut essayer de toucher asymptotiquement. C'est-à-dire qu'on n'y tendra jamais. Quelqu'un qui dit qu'il est juste, quelqu'un qui dit qu'il est le 100% paix ou 100% amour ou 100% justice, c'est un menteur. 100% bonheur, c'est un menteur. Ou 100% compassion. Il y tendra, c'est tout. Ou il essaye d'y tendre, mais il n'y arrivera pas. Parce que pourquoi? Parce qu'on est humain et qu'on n'est pas parfait. Merci, Anis. Il y a beaucoup de choses. J'ai pas pris mon crayon. D'habitude, je note ce que tu dis pour pouvoir reformuler et ensuite trouver. Mais là, j'ai pas de papier de crayon à côté. Enfin, on a lancé. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans le début de ta réflexion. Enfin, tout m'intéresse et me touche. Mais c'est cette idée que c'est pas noir ou que c'est pas blanc, que c'est pas binaire, que c'est pas du domaine numérique justement, que c'est même pas d'essayer d'augmenter la résolution. D'aller plus loin dans les pixels, d'en avoir plus, c'est une illusion. J'aurais beau zoomer, essayer de voir un max de pixels, à la fin je serais perdu dedans, quoi. Le nez dans le guidon, je verrais même plus la Joconde, quoi. Je verrais son pif de manière azimutale avec tous les grains de matière, etc. Puis j'aurais perdu la substance de la Joconde, quoi. L'essence. Et que c'est pas non plus faire des gros voxels, 4 carrés de couleur, voilà, c'est un peu gris, c'est un peu, etc. Le sourire, le pif, les yeux, comme dans la biométrie d'un visage. Vous avez remarqué sur vos passeports, on doit tous faire la gueule. Et ça, la machine, elle nous reconnaît. Mais c'est pas nous. Ça reconnaît rien, quoi. Ça reconnaît un visage qui fait la gueule avec 6 points de mesure. Mais ça traduit quoi de la réalité de ce qu'on est en profondeur? Et ça, c'est explicité par plusieurs penseurs, mais un qui s'appelle Laborie, et un autre Edgar Morin, qui parle de pensée complexe, qui est cette idée de sortir de la binarité, de sortir d'un regard univoque, qui sortir aussi du fait que je pourrais moi tout seul avoir raison. Que la plupart du temps, dès que je pense avoir raison, compris, tu disais tendre comme une asymptote, je demande à quelqu'un d'autre qui a un regard un peu différent parce qu'il est médecin ou il est trader ou il est autre chose. Ah ouais, tiens, ça m'ouvre pas mal de possibles, pas mal d'horizons. C'est un complet ce que j'avais fait. C'était ah ouais, d'accord. Et puis je demande à encore un autre, ça m'ouvre encore des possibles. Puis je demande à quelqu'un de très simple qui conçoit les choses de manière émotionnelle, avec le cœur, avec les tripes, qui est pas dans la tête. Et lui, il va m'ouvrir un monde entier de possibles. Juste avec ses mains, parce que ses mains, elles ont tellement travaillé la matière que sont pleines de cornes. Elles sont beaucoup. C'est pas des mains de gars qui a tenu son stylo à l'ENS là, qui est tout. C'est pas des vraies mains, quoi. C'est des vraies mains d'homme là, qui a bossé avec le monde. Et lui, il va m'ouvrir tout un monde de possibles, parce que lui, il est pas du tout au service de l'outil. Il a créé son outil, il est artisan, il l'adapte en temps réel à son interaction avec le réel. Et c'est une interaction à frottement dur, en direct avec le réel. C'est plus une tour d'ivoire au fin fond de Bruxelles, de London, ou je sais pas où je vais gérer des flux de pognon. Mais attends, tu sais ce que tu fais là, ce flux de pognon?
Derrière, il y a des gens qui mangent ou qui ne mangent pas. Derrière, il y a des céréales stockées dans des silos ou pas, quoi. Derrière, il y a du pétrole extrait ou pas, mais tu te rends compte, hein, en fait, tu joues avec des trucs, tu n'as même pas idée de la mesure de ce avec quoi tu joues. Et de la responsabilité. Et ça m'amène à un autre point, c'est que le niveau de compréhension qu'on a et d'initiation devrait aller avec un surcroît de responsabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au fur et à mesure qu'on est initié, c'est-à-dire qu'on subit à frottement dur le contact avec le réel qui nous ponce dans une épreuve initiatique. Vous savez que les épreuves initiatiques dans les sociétés traditionnelles, ça va être d'accrocher les tétons des jeunes hommes avec des crochets et qui doivent tirer comme ça jusqu'à les arracher. Et enfin, ça y est, ils se sont arrachés à l'enfance et ils vont pouvoir devenir chasseurs. Et je l'ai dit plusieurs fois, mais ok, l'enfant devient chasseur. Mais déjà, il ne devient pas ce qu'il est guidé par un chaman bienveillant. Parce qu'il y a quelqu'un sur le chemin qui le guide. Il n'est pas tout seul pour le faire. Et s'il suit ce qu'on lui dit, il va se confronter à la mort et à la souffrance. Il va voir, je risque de mourir. On m'a demandé de rester 3 jours pendu, la tête en bas, sans manger, sans boire, etc., à un arbre. C'était ça l'épreuve initiatique. Mais le chaman m'a dit, concentre-toi. Avale ta salive. Aspire l'humidité de l'air le matin, etc. Concentre-toi. Prie. Demande l'appel de l'esprit de la forêt. Et à la fin, tu seras un homme. Et donc, il est guidé sur ce chemin pour devenir un homme. Et les femmes n'en ont pas, en général, dans les sociétés traditionnelles, parce que c'est les douleurs de l'accouchement qui sont initiatiques. Et au moment où ils sont initiés, ils accèdent à des pouvoirs, à des outils, à des armes, aux réunions des chasseurs, à l'espace de chasse de la tribu. Ils ne sont plus avec les mamans en train de faire la cuisine, là, jouer dans la hutte. Mais au passage, normalement, ils gagnent en responsabilité. Ils doivent nourrir la tribu. Et plus je suis initié, plus je suis responsable. Vous avez aujourd'hui des gens qui prétendent être les initiés et qui sont les plus irresponsables. Jamais ils ne cherchent le bien commun. Jamais ils ne cherchent à faire partie de plus grand. Et là, c'est le dernier point, avant de te rendre la parole, sur lequel je voudrais intervenir. C'est cette idée que, mais pourquoi est-ce que l'humain fait ça? Pourquoi est-ce que il dit des choses fausses et il sait très bien que c'est faux? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Parce qu'il veut faire partie, parce qu'il veut être en lien. Ça, c'est juste. Ça, c'est une vraie pulsion de l'humain. C'est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement respectable. Mais tu as parlé tout à l'heure de conformisme, de côté moutonnier, etc. Je vais vous mettre une petite vidéo pendant 2 secondes là, pour vous montrer en même temps que je parle ce que c'est qu'être moutonnier. Là. Vous allez voir. Ça correspond à un phénomène physique, en fait, qui dépasse même l'humain. Je vais peut-être pas mettre de son parce que sinon ça va nous... Voilà, on avance. Ils vont être à la même fréquence à la fin, ça? Alors, vous voyez, il y en a un certain nombre qui battent. Bon, là, j'ai mis trop vite, j'ai mis en x4, mais globalement, je vais vous spoiler la fin. Effectivement, elles vont se mettre en résonance. Ouais. C'est-à-dire que tous les métronomes vont battre. Et vous allez voir, il y en a qui sont en opposition de phase au début. C'est vraiment contre. Ils veulent pas, ils sont à l'envers. Le petit dernier rouge, là, lui, il veut pas, quoi. Mais à la fin, non, il va y aller quand même. Là, ils y sont presque tous. Mais juste lui, non, il veut pas. Et le petit dernier rouge. Mais il va y aller quand même. Et ça, il faut comprendre ce que ça veut dire en physique. C'est ce qu'on appelle la mise en résonance des oscillateurs. Qu'en fait, le minimum d'énergie d'un système, c'est quand il rentre en résonance et qu'il va tendre à rentrer en résonance. Que ce soit des métronomes sur une planche de batterie sur 2 rondins, ou que ce soit des humains dans un groupe, si tout le monde rigole là-bas, moi j'arrive, le minimum d'énergie, c'est pas d'arriver en faisant la gueule et en disant tout le monde que c'est des gros cons, c'est de rigoler avec les autres. Ça, c'est ce qui va se passer. Je vais arriver avec le sourire en disant « Ah ouais, pourquoi vous rigolez » et tout. Là, j'ai envie de rire aussi. Et à l'inverse, si tout le monde est en train de se battre, vous êtes en train de vous filer à la gare Saint-Charles avec 2 racailles, vous allez arriver, ça va être dur de mettre la paix, vous n'allez pas y arriver. Hein. Vous allez finir par vous prendre un pain et en donner un, quoi, parce que c'est comme ça. Quoi. Vous êtes berserk avec du sang dans les yeux, etc. Quoi, tu vois. Et, parce que vous vous mettez en résonance avec les autres. Parce que très profondément,
On a besoin d'être en lien. On est interconnectés les uns aux autres. Et donc, à la fin, vous allez accepter tous les mensonges. Parce que le plus important, c'est pas de dire la vérité. Le plus important, c'est pas de comprendre le monde. Le plus important, c'est pas d'avoir un regard juste sur l'épidémie, la crise sanitaire, la relation qu'on a à un virus, etc. C'est de se rester entre frères et sœurs humains à serrer les coudes. Et donc, vous avez des gens qui peuvent devenir fous pour ça. Parce que c'est ça le plus important. Et donc, ils vont accepter toutes les compromissions, tous les mensonges. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre parce que c'est un donné de l'expérience humaine qu'on utilise en hypnose, qu'on utilise dans la relation thérapeutique, qu'on utilise tout le temps pour faire du business. En fait, c'est la mise en lien. Voilà. Alors, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit là, mais je pense que en finance, on peut dire ce qu'on veut, mais à la fin, il y a quand même des raisonnements qui sont en finance qui sont pas cons. Par exemple, tout le monde connaît l'expression on met pas tous les mêmes œufs dans le même panier. Moi, il y a un truc qui me marque, c'est que si je ramène un financier, je dis écoute, oublie la politique, oublie tes peurs, oublie tout. Voilà, il y a 90% de gens qui sont vaccinés, 10 autres qui pensent que c'est la fin du monde, il faut pas se vacciner parce que si on se vaccine, on va mourir. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois prendre une pause. Je pense que 10 traders sur 10, ils me disent c'est très bien comme ça. C'est le hedge, on met pas tous les mêmes œufs dans le même panier. C'est que en gros, nous, on cherche le panier avec le moins de corrélation possible qui nous donne pas le meilleur outcome, pas le meilleur résultat, le résultat optimal. Il y a une différence entre maximal et optimal. Alors, je vais essayer d'expliquer. Si les 90% ont raison, et si le gouvernement a raison, et si les scientifiques qui sont écoutés et qui ne sont pas dissidents ont raison, ok? Donc, c'est clair qu'on risque d'avoir des pertes. Mais s'ils ont tort, et que c'est les 10% qui ont raison, mais c'est la fin du monde. Je pense que le 2,5% de morts qu'on a tous les 100 ans, il risque d'arriver là. 2,5%, ça fait 200 millions de personnes. Ça risque d'arriver là. Donc, en finance, il y a quelqu'un qui va être froid, va te dire, on garde la pause telle qu'elle est, elle est très bien comme ça. Limite, moi, j'aurais aimé 70-80% de vaccinés seulement. Pour avoir quoi? Un panier optimal. Pourquoi? Parce que mon but, moi, mon but à moi, ce n'est pas de maximiser le nombre de gens qui vont être en survie, c'est d'optimiser justement le fait que l'humanité continue vers l'éternité. Ouais, parce que vers la fin du c'est monde. la pérennité. Mais juste là, je peux te rassurer, Voilà. il n'y a pas 90% de vaccinés en France. Ces chiffres-là sont faux. Ils sont annoncés par le gouvernement et par les médias. En Angleterre, il y a 67% de vaccinés, je crois. Ou Là, je parle des adultes. Hein. Et ouais, tu prends chez les gens vaccinables. Moi, je te prends chez les gens vaccinables. Bon il y a 65% ou quelque chose comme ça en Israël. Et en France, officiellement, dans les chiffres de l'adresse, qui est l'INSEE de la santé, en gros, hein, on est 72%. Donc, en fait, c'est un mensonge. C'est un mensonge qui est fait pour essayer d'emporter la décision. Pour dire, justement, le 1 qui reste tout seul versus 9, il va se faire tout petit, quoi. Il va fermer sa gueule et soit il va faire semblant, soit il va finir par le faire. Tu vois, donc je suis pas loin, à 70-80. Ouais, en fait, effectivement, tu as raison. La réalité, et la réalité, elle est probablement plus basse que ça encore. Parce qu'en plus, la France, on est un pays traditionnellement anti-vax, avec une grosse culture de défiance vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques. Et donc, il y a plein de gens qui ont triché, qui ont des faux passes, qui ont des faux trucs. Enfin, t'inquiète. En plus, on est méditerranéen, donc on est habitué à ça. Mais c'est très bien, moi ça me va, je trouve ça super. Et moi je suis à Marseille, je suis comme un poisson dans l'eau, quoi. Au contraire, je pense que les Nordiques, c'est de plus dur pour eux. Et donc on fait croire effectivement que le vax serait seul, mais c'est pas vrai. Et en fait, ils sont 4 sur 10 probablement, ou 4,5 sur 10, ou 5 sur 10 même. Mais s'ils s'en rendaient compte, ils seraient capables de renverser la table. Et donc, il faut juste qu'ils s'en rendent pas compte au niveau médiatique. Mais dans le réel, ça va être ça. Et effectivement, bon an, mal an, Dieu aura bien fait les choses. Hein. L'humanité, dans le pari, elle continuera. Et ça, c'est le premier point, lui. Et le deuxième point, en fait, alors là, c'est un petit peu plus compliqué pour l'expliquer. Mais moi, quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'intuition et je donnais tout le temps la solution. Et je souffrais énormément quand j'étais petit, parce qu'on me demandait, mais comment t'as trouvé? C'est pas possible. Tu l'as lu quelque part? Tu l'as déjà fait? Je dis non, comme ça. Et la souffrance, c'était pas de trouver,
ou d'essayer de trouver, tâtonner vite fait, c'était d'expliquer. C'est-à-dire qu'il fallait que moi, que je démontre. J'en ai souffert jusqu'à la fin, parce que même mes profs, ils me disent: «Mais quel gâchis! Quand toi, tu as réfléchi et que tu as dit ça, c'est pas possible, tu l'as sorti de ta tête, de nulle part. Tu as dû avoir un raisonnement qui t'a emmené à ça». Et moi, je dis: «Ouais, j'arrive à faire le raisonnement, mais à un moment, je me perds et je sais pas, je le trouve quand même». Quand j'étais dans le trading, c'est pareil. On me dit: «Mais pourquoi tu as pris cette pause? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête?» «J'en sais rien, je sais pas, c'est de l'intuition». Et de l'intuition, c'est quoi? C'est un surplus de data qui vient vers moi comme un autiste là, et j'en sais rien, tac, et j'en tire ça, et ça me soulage. Et vu que ça me soulage, je pense que c'est la bonne réponse. Mais j'arrive pas à le démontrer. Tu Alors, vois? c'est intéressant ce que tu dis, parce que il y a des réseaux de neurones dans le cerveau, mais il y en a plein Mmh. dans le cœur, et il y en a plein Ouais, dans le voilà, je ventre, pense que c'est dans les plutôt dans tripes. le cœur. Ouais. Et quand on regarde, il y a certaines expériences qui montrent que quand on montre des images avec des émotions fortes, des images de guerre, ou au contraire des images d'enfants, de bébés, donc plutôt positives ou négatives, en fait, si on enregistre l'activité électrique, elle commence dans le cœur. Mmh. Elle commence pas dans le cerveau. Elle vient après dans le cerveau. Et donc, ça commence par l'intuition. Mais ça, c'est insupportable au cerveau rationnel des scientistes. Ça voudrait J'allais dire parler de ça, justement, j'allais que, parler de ça. ouais, je te laisse la parole après, mais Non, ça non, vas-y, voudrait vas-y, c'est dire, ce que je voulais dire. ça voudrait dire qu'en fait, les gens qui utilisent leur cœur et leur tripes, ils comprendraient mieux et plus vite et avec plus de data le monde. Ah, c'est insupportable. Parce que, et finalement, il J'allais y a plein parler de de ça. techniques comme ça. Je vais raconter une histoire, une anecdote là. Ça fait 1h20, il y aura plus grand monde, les scientistes pourront se coucher peut-être. Mais j'étais avec une sorte de mage des abeilles, quoi, un mec super sympa qui fait de l'apiculture, et, il me dit: tiens, je vais te montrer une technique pour apprendre à savoir où mettre les ruches. Ah, je dis: bah, c'est le vent, le soleil, tout ça, la proximité de l'eau, tout ça. Il dit: ça, c'est dans ta tête. Ça, c'est dans ta tête, mais c'est pas ça la réponse. De où c'est la bonne ruche. Tiens, prends. Et il me donne des baguettes de sourcier. Et il les met dans une certaine position un peu instable dans les mains. Il me dit: tu poses la question à l'intérieur de toi, plein de fois. Et tu montres la réponse à ton corps. C'est ton corps qui va montrer, pas ta tête. Tu dis: quand je vais passer à un endroit où les abeilles sont bien, les baguettes vont se croiser comme ça. Et ensuite, tu avances et tu marches dans le champ et tu reposes juste la question. Quand je vais passer sur le truc, les baguettes vont se croiser comme ça. Et t'attends. Et les baguettes se croisent toutes seules. T'as rien à faire. Et c'est le bon endroit. Et après, si tu réfléchis, tu dis: ah ouais, le soleil, il est comme ci, le machin, il est comme ça. Tu essaies de rationaliser, de mettre un sens. Mais au fond, tu n'avais pas besoin de poser les questions comme ça. Ton corps, il capturait plein d'informations par d'autres capteurs, en fait. Et donc voilà, Mais justement, cette histoire du sensible, pour moi, elle touche à l'art et à la beauté. Et j'ai écrit, même dans le bouquin que j'ai fait, j'ai écrit qu'on avait besoin des artistes parce qu'ils étaient les antennes 6G du réel. C'est eux qui capturent le plus d'informations. Ils sont à fleur de peau, à vif, capturent de trucs que moi, pas artiste, je capture pas. Et donc j'ai besoin d'eux pour me montrer des chemins que sinon j'aurais jamais pu appréhender. c'est exactement là où je voulais en venir, en fait. C'est que, en fait, justement, à cause du siècle des Lumières et l'esprit cartésien, en fait, la raison du cerveau a tué la raison du cœur. Alors que justement, il y a des penseurs des Lumières qui, justement, eux, plaçaient la raison du cœur au-dessus de la raison du cerveau. Et par exemple, Blaise Pascal, lui, disait que bah, alors il faut pas s'imaginer, parce que les gens vont dire on parle de religion, etc. Il faut pas s'imaginer Dieu comme un barbu dans un nuage à poil en train de manger des cerises. Imaginez Dieu comme, on l'appelle Dieu, mais c'est cette force, cette puissance, dont même, ça va me revenir parce qu'il était soi-disant, agnostique, mais ça va me revenir. Et donc, il faut imaginer Dieu comme cette puissance extraordinaire. Et en fait, lui, il disait quoi? Il disait que c'est le cœur qui sent Dieu, c'est pas la raison. Et pareil, Pasteur disait aussi quelque chose d'à peu près pareil qui va contre les scientistes, c'est que il disait que Pasteur, si on n'est pas en plein dans Pasteur en ce moment, il disait un peu de science éloigne de Dieu et beaucoup en rapproche. Et j'ai pensé justement à Klein qui disait justement, il a fait une vidéo qui a tourné en boucle il n'y a pas longtemps, très hautaine en fait,
où lui disait, moi je doute de tout, parce que je sais énormément de choses, mais ça me permet de douter et de savoir mes limites entre ce que je sais et ce que je sais pas. Et il y a des experts en tautologie en ce moment qui parlent de tout et de rien et qui lancent des fakes, etc. Et je l'ai trouvé très dédaigneux parce que justement, je pense que le problème de la science aujourd'hui, c'est de ne croire que que ce en quoi, que ce qui est démontrable. Et c'est mettre de côté, par exemple, ces énormes scientifiques comme Fermat, comme Poincaré. Alors là, on est dans un niveau, je pense, c'est la Champions League des penseurs, tu vois, mathématiques, qui ont eu une intuition et qui ont fait un postulat. Tu vois, c'est une conjoncture, pardon, pas une postulat, une conjoncture. Fermat a fait une conjoncture très connue qui vient d'être découverte 300 ans après. Poincaré, on l'a toujours pas découvert, tu vois. Et en fait, c'est des gens qui ont eu une intuition, mais il dit ouais, j'arrive pas à le démontrer. Et tant qu'on n'arrive pas à démontrer que c'est faux, en fait, ça reste une conjoncture. Et il y a des, voilà, comme on est dans le capitalisme, je donne 1 million à celui qui le trouve, etc. D'ailleurs, le Russe qui a trouvé, il a dit j'en veux même pas de ton million. C'est un déluré, lui, il aime les maths et il t'emmerde. Il vit encore avec sa maman. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, ce que je veux dire pour revenir à Klein et à cet esprit de scientisme, etc., c'est qu'à un moment, il faut accepter qu'il y a des choses qu'on ne soit pas capable de démontrer. Il faut accepter qu'il y a un champ des possibles et que ce ne sont pas justement, puisqu'on est dans le big data et qu'on n'aura fait que le big data aujourd'hui, bah tant pis, ce n'est pas juste le big data qui va nous permettre de, par la science qui est devenue une religion, c'est devenu une religion, euh, entre des fanatiques et des de fanatiques de l'autre côté, je sais pas si ça existe, les laïcistes ou j'en sais rien, et les fanatiques religieux, c'est les mêmes embrouilles, les mêmes mauvaises vibrations que je sens entre les scientistes et les autres, quoi. Ils s'embrouillent, ils s'embrouillent, ils s'embrouillent. Et tu sens que des mauvaises vibrations, il y en a. En fait, il y a quelque chose qu'on doit tous accepter, qu'il y a des choses qui ne sont pas démontrables. Il y a des choses qu'on peut ressentir avec le cœur, qu'on n'arrive pas à démontrer. C'est une intuition. Mais tant qu'on n'arrive pas à le démontrer, il ne faut pas l'asséner comme une vérité, et encore moins l'asséner comme une vérité avec le mensonge. Je sais que c'est tentant. Je sais que des gens sont ce qu'on appelle les complotistes, sentent les choses. Mais je vous en prie, je sais pas si c'est un message que je peux lancer aujourd'hui. Peut-être il y en a 0 qui nous écoutent, parce qu'il y a que des gens bien qui nous écoutent. Mais justement, c'est que il faut pas essayer d'avoir raison avec le mensonge. Il faut être porté par le grand, le beau, le temps, la patience. Et que il faut comprendre un truc, c'est que le meilleur allié de quelqu'un de bon, c'est le temps, la patience. C'est-à-dire que ne pas mentir, après, ce qui n'empêche pas de poser des questions. Donc moi, j'ai de l'intuition sur des choses, mais comme j'ai pas de preuves, je pose des questions. Mais poser ces questions, justement, ça fait du mal à ceux qui ont des certitudes. Et justement, quand des gens sont fanatisés dans leur camp, ils ont du mal justement c'est marrant, hein, la même question peut être interprétée comme anti-vax ou anti-scientisme. Donc c'est que la vérité, elle est un peu au milieu entre les deux et qu'il faut laisser le champ des possibles et surtout ne pas justement prendre des raccourcis vers la vérité grâce au mensonge, ça ne paye jamais. Et ça ira contre votre cause, en gros. Ouais, et ça rejoint finalement la question de la mise en résonance dont je parlais tout à l'heure, dans une autre dimension qui a été soulevée par quelqu'un qui s'appelle René Girard, et qui est la notion de désir mimétique et de violence mimétique. C'est-à-dire que comme on veut être avec l'autre, on veut être en lien, c'est le minimum d'énergie du système, on veut être comme lui en fait. Et ça a une double dimension. La dimension d'amour potentiel, de fusion et de créativité, et la dimension du conflit et de la violence. Et je veux ton jouet, en fait. Parce que t'es mon frère et je veux ton jouet. C'est pas parce que le jouet il est super, c'est parce que toi tu le veux, en fait. Donc moi je le veux aussi. Ça, c'est le désir mimétique qui aboutit à la violence mimétique. Et la violence mimétique est une spirale qui, quand elle monte et change de dimension, en fait, devient la guerre. Jusqu'à la guerre totale qui est l'éradication de l'ennemi, l'éradication de l'autre. Il faut qu'il disparaisse. Parce que ça m'est insupportable qu'il soit en face de moi. Et peut-être, et donc ça aboutit pour René Girard au sacrifice systématique du bouc émissaire, qui, en général innocent, va être sacrifié pour la réconciliation. Il y a cette voie-là, mais je suis convaincu qu'il y a une autre voie.
cette voie entre le déferlement totalitaire qu'on est en train de vivre et le déferlement violence qui va venir en face, pour essayer de le contrer, bah, c'est peut-être celle de la non-violence, celle de la patience, celle de la lenteur. Je le dis souvent, hein, moi, je suis patient, lent, méthodique, déterminé et opiniâtre. Et en fait, je crois que cette voie-là, elle est intéressante, mais effectivement, elle présuppose que le but n'est pas l'éradication de l'ennemi, que le but est la réconciliation, que le bout d'une crise, c'est pas quand je me suis débarrassé de l'adversaire. Le bout d'une crise, c'est quand j'ai réussi enfin à l'étreindre et à danser avec lui et à accepter qu'il est mon petit maître, qu'il est là pour m'apprendre mes failles, qu'il est là pour me poncer, pour aller me faire trouver ce dont j'ai besoin. Et en aïkido, on dit que l'adversaire, c'est pas un adversaire, c'est un partenaire. On parle de partenaire. Et l'aïkido, c'est pas une voie martiale, c'est un art de la paix pour Morihei Ueshiba. C'est-à-dire réussir dès le départ à annihiler l'idée de la guerre. Dès le début, la façon même dont je vais considérer l'autre, dont je vais tourner autour de lui, le laisser tomber dans ses propres failles, danser avec lui et l'accompagner, mais en gardant le contact. Un frottement dur, je ne perds pas le contact, je ne cherche pas à fuir. Je garde le contact et je tourne autour et il tombe. Et en fait, et puis moi je tombe aussi, et il m'apprend des choses au passage et on se relève à chaque fois. Bah, ce mouvement-là, il présuppose une chose de fond, c'est que je ne vais pas avoir raison. Je ne vais jamais avoir raison. Et surtout pas raison contre l'autre. Et ça, il y a quelqu'un que j'aime bien, qui est quelqu'un qui fait de la communication non violente, c'est peut-être que je suis versé là-dedans aussi, qui s'appelle Thomas Dansbourg, et il dit, on a le choix dans la vie. Avoir raison ou être heureux. Mais on peut pas les deux, on peut pas avoir les deux. Donc si vous voulez être heureux, je crois qu'il faut renoncer à avoir raison, c'est pas grave, et accepter l'autre tel qu'il est, et accepter que probablement on est thérapeutique les uns pour les autres. Que le scientiste, il m'aide à voir les failles de mes raisonnements. Et que moi, mystique, intuitif, je l'aide à voir que sa façon de voir la science, elle est un peu simplette, quoi. Et qu'il y a plus de mystère que ce qu'il croit. Et qu'en fait, c'est complémentaire. Pour conclure, je vais aller dans ton sens. Un jour, mon père m'a dit, si tu veux savoir si tu as un bon comportement ou pas, il me disait, il faut que tu vois, est-ce que tu es capable de faire de celui qui t'aime pas, au foot, à l'école, etc., ou ton cousin qui t'aime pas, que tu arrives à en faire ton ami ou pas. Et il me dit, si tu arrives à en faire ton ami, c'est que tu es bon. Et ça, c'est super dur. Je dis, non, mais je l'aime pas. Pourquoi tu veux que j'en fasse mon ami, tu vois? Il est méchant, il est con, etc. Mais justement, c'est là que tu vas apprendre beaucoup. C'est en gros, si tu arrives à faire un peu ce que tu racontes, au lieu d'être dans le choc, d'essayer de repousser le mal qui arrive vers toi, par quoi? Par de la bonté. Alors il y a des gens, ils vont te dire, mais t'es un bisounours. Non, au contraire. Je suis pas un bisounours. Je suis, si j'arrive à faire ça, j'en tirerai une fierté. Pourquoi? Parce que j'aurais été doué d'une conscience des choses. Et à la fin, si tu arrives à repousser le mal par le bien, si tu arrives à être patient et à avoir justement une capacité de jugement plus forte que les autres, et que tu arrives à faire de ton ennemi ton ami, tu te rends compte la positivité qui sort de ça. Et l'histoire nous a montré justement que tous ceux qui ont voulu y aller par la violence, par la vengeance, par des attentats, etc., n'ont jamais réussi. Quand on regarde les grands hommes du XXe siècle qui ont libéré leur peuple, ils l'ont libéré par justement le temps long et la non-violence, même s'ils ont commencé aussi par la non-violence par la violence quand ils étaient plus jeunes. Je pense par exemple à Mandela qui a été au départ, qui a essayé la violence, il a vu que ça marchait pas, il s'est retrouvé en isolement, il a compris que là, ça ne servait à rien et justement il s'est réformé. Gandhi, Malcolm X était dans la violence, dans la haine du blanc, etc. Et le jour où il a compris que ça servait à rien et qu'il fallait aller vers l'autre et que justement, ce n'était pas ta couleur de peau qui faisait qui tu étais, mais plutôt ton comportement, ce jour-là, il a compris beaucoup de choses. Il a compris beaucoup de choses, mais il s'est pris aussi une balle.
Donc, tous, Martin Bon Luther signe pour King. les leaders non violents, mais ça me fait un peu peur des fois. Mais Mais c'est vrai, non, ça c'est me fait vrai. peur. Ouais. Non, non, Ouais. mais à la fin, c'est vrai. Et l'autre truc que ça j'aimais bien, ce que me disait mon père encore, il me dit quand tu as un doute entre la majorité et la minorité, que c'est pas évident, va vers la minorité, va vers le petit nombre. Et c'est pour ça, moi, j'aime bien les dissidents, j'aime bien les moutons noirs, même quand ce qui m'énerve, c'est quand ils essayent parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils ressentent. Donc, tu entends Soros, Bill Gates, mais ça y est, c'est discrédité. Rothschild, euh, on ne veut plus regarder, c'est fini. Dès que tu as utilisé justement ces flags qui ont été super connotés, tu as tué ta parole. Essaye d'avancer justement avec des faits concrets. Et patiente. Tu sais, tu ressens les choses, tu sens qu'il y a de l'arnaque, tu sens qu'il y a Big Pharma derrière, tu sens que le mec, il n'est pas là pour le beau, le grand, il est là pour sa prochaine réélection. Tu sens que le gars, il était rien il y a 5 ans et maintenant qu'il est élu, il est caviar, il rencontre des mecs intelligents et c'est ce qu'on disait la dernière fois, ça t'avait fait rire, mais c'est la vérité. Ils étaient moches comme des poux, ils se retrouvaient avec des mannequins et des actrices. Tu vois, il n'est pas prêt à lâcher ça. Il n'est pas prêt à lâcher ça, ce gars-là. Ben toi, c'est pas grave, patiente. Et, dis-toi que la vérité est la meilleure alliée du temps. Voilà. Ou le contraire, le temps est le meilleur allié de la vérité. Voilà, voilà ma conclusion. Des points importants du Sun Tzu, de la stratégie en fait. La question de la stratégie est extrêmement importante dans la résistance telle qu'elle est aujourd'hui. Tu l'as souligné, les gens qui veulent aller trop vite, qui veulent tout gagner, qui veulent mettre la pile au gars d'en face et tout, mais ça marchera pas. Tu gagnes plus en lenteur, surtout si tu es minoritaire. Tu gagnes au point, tu gagnes à la fin, quoi. Tu peux pas gagner par KO. Il n'y a aucune chance. Tu es trop petit, tu es trop faible. Donc, il va falloir danser. Il va falloir tenir. Et pour moi, c'est l'enjeu, là. L'enjeu principal, c'est de créer du lien, c'est de refaire société. Et donc, je boucle avec la question du crédit social, en fait. C'est notre société est en train de s'effondrer. Toutes les institutions qui la tenaient sont en train de s'effondrer, pièce par pièce. Petit à petit, hein, chacune à son rythme. Mais que ce soit l'école, la finance, la démocratie, tout s'effondre. Et pour le moment, l'alternative, si elle veut être contre le système, elle va rester une alternative sur le côté. Et elle sera foulée aux pieds parce que le système va se raidir pour essayer de se conserver. Le déferlement totalitaire, il est là parce que ça s'effondre. Il essaye de tenir encore plus fort, de s'agripper jusqu'à en crever à quelque chose, parce que c'est du sable, parce que justement, il n'y a plus rien à tenir. C'est là qu'on met le plus de force. Quand tu as une bonne prise en escalade, tu mets pas beaucoup de force, elle tient bien. Quand ça tient plus, que tu as un mini truc, tu es là, et c'est dur là, c'est là que tu vas te crisper. On est dans un système qui est en train de se crisper extrêmement fort. Il faut juste le laisser tomber, il va finir par tomber. Et pendant ce temps, il faut structurer ce qui doit devenir l'institution. Ce qui doit devenir l'institution, c'est pas le crédit social. Ça, c'est une crispation de plus. C'est même plus un contrat social. C'est un crédit social. C'est pas quelque chose qu'on a fait ensemble, où on est d'accord sur qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, sur les termes du contrat. C'est un crédit. C'est sur l'avenir, peut-être j'aurai le droit de faire partie de cette société si là tout de suite je prends tes conditions. Conditions qui sont comme dans un crédit. C'est quoi ton bilan de santé ? Au fait, tu as répondu aux questions, etc. Puis tu as combien sur ton compte ? Ok, je te prête. Je te prête un peu de vie en société. Si tu fais ce que je te dis, tu prends une assurance, tu prends comme si, tu te fais une injection comme ça. Et là, tu rentres dans tu fais partie. Donc, il y a plein de gens, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils veulent juste faire partie, ils veulent être en lien, ils veulent faire partie des métronomes. Et donc, ils accepteront ce crédit social parce qu'ils ne sont pas capables d'imaginer que peut-être les métronomes, ils pourraient être à une autre fréquence, ils pourraient être tous ensemble, mais autrement. Et donc, ils voudraient être le métronome tout seul contre les opposants. Mais non. Vous devez emmener l'adhésion des autres, mais à une autre fréquence, en lenteur, en créant des liens. Et donc, vous allez commencer, plutôt que de lutter contre les métronomes qui sont tous en train de se mettre ensemble, vous allez commencer par repérer les quelques-uns qui sont à contre-temps. Et vous allez leur dire, calme le jeu. Enfin, voilà. Donc, mais on pourrait en discuter des heures parce que c'est ce que je vis au quotidien dans ce qu'on a appelé la résistance. Moi, j'appelle plutôt des gardiens du vivant. Moi, je résiste à rien, au contraire. Chaque annonce du gouvernement, il y a des gens qui s'inscrivent dans tous les collectifs. Macron a fait plus de travail que moi en une soirée, en une phrase.
Il a réussi à éveiller 10 fois plus de monde. Sa propre force de propagande balancée sur tous les réseaux, etc. Ce qui fait que même si tu ne l'as pas écouté, si tu as envie d'en gerber quand tu le vois, de toute manière, on te l'aura dit au bout de 2 heures quand c'est efficace. 2 jours quand ils sont un peu moins bons. Donc au bout de 2 heures, tu auras été au courant. Parfois même en temps réel quasiment. Ouais, il faut emmerder les non-vax. Ben voilà, moi j'étais au courant, j'ai jamais écouté, quoi. Et cette annonce-là, elle fait plus que moi en 6 mois, mais c'est une leçon. C'est une vraie leçon. C'est mon petit maître. Il me dit, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Laisse-le faire. C'est pas besoin. Toi, accueille les gens qui tombent. Garde-les là et mets-les ensemble. Dis-leur, regardez, vous tombez dans quelque chose de plus beau, de plus chouette, de plus intéressant. Chaque liberté qu'on t'enlève, refais-la en mieux et ensemble. J'ai déjà raconté plusieurs fois, mais je peux plus aller à la bibliothèque. Quelque chose de très touchant pour moi, parce que la bibliothèque municipale, c'est un endroit où j'ai grandi, où j'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré des gens qui m'ont touché, des auteurs qui m'ont touché, et ça m'a donné un goût des livres que j'ai jamais perdu depuis. Donc j'y allais toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, le mercredi, le samedi. Une belle bibliothèque, la bibliothèque André Malraux à Maison-Alfort. Et là, je peux plus aller à la bibliothèque avec mes enfants, alors qu'on y allait tous les mercredis. Et que pour moi, c'était un bon moment, quoi. J'adorais ça. Je retrouvais le goût de l'enfance, de la découverte, tous ces livres, le monde entier à tes pieds, quoi, de savoir, de connaissances, de découvertes, d'aventures, de héros, d'héroïnes. Et là, d'un coup, il y a la fille qu'on voit toutes les semaines, qui à l'entrée dit, vous avez le pass? Bah non, on vient à la bibliothèque, quoi. Parce que ça vient foutre dans la bibliothèque, quoi. Ah mais vous pouvez pas rentrer. Et je me suis énervé un peu. Et là, depuis la semaine dernière, j'ai commencé à écrire une lettre. Je suis en train de la mettre dans toutes les boîtes aux lettres de mes voisins. J'aurais dit rendez-vous jeudi prochain. Je fais un petit apéro à la maison. Chacun en apporte 10 livres et BD. Et puis on se donne à voir les uns les autres des livres qu'on aime bien. Puis on se les raconte et voir, on les échange. Mais juste là, les gens de la rue, quoi. Les 20 maisons et appart de la rue, quoi. On va voir. Moi, j'ai bon espoir que ce soit mieux et plus sympa que la bibliothèque municipale qui me demande un pass, et que si je tire le fil, on commence à faire des heures du conte pour les enfants, des séquences de jeux où on fait du jungle speed et du je sais pas quoi, du doblo avec les enfants pour jouer pendant ce temps, que quelqu'un vienne nous faire une fiche de lecture de temps en temps, nous raconter vraiment son livre, comme nous on vous raconte quelques livres qu'on a lus avec Anis, vienne nous raconter, que j'apprenne, je découvre des choses merveilleuses grâce à mes voisins, et qu'au passage ça nous tisse du lien, et qu'en plus on boive un coup, ça c'est le côté un peu franchouillard peut-être, mais en mangeant un petit morceau à l'apéro, et que on soit heureux, quoi. Voilà. Est-ce que je commence la conclusion qui est la Ouais, suite? peut-être, on est à 1h42 et c'est pour essayer d'aller vers le crédit social et dire bah non, peut-être on peut sortir du contrat social, on mais fera, pas aller vers le crédit social. on fera la prochaine fois, comme on a dit en prélude, le crédit social, on y est déjà, quoi. Pour moi, dans crédit social, il y a crédit. Et justement, aujourd'hui, si on n'a pas accès au crédit, et je parle, là, je fais une discrétion dans la finance, justement, si on n'a pas 40 ans et que on n'a pas fait ses preuves dans la société, on peut pas accéder au Graal, justement, d'accumuler toujours plus. Mais c'est pas la conclusion que je voulais avoir. Je pense que de toute façon, le thème, il y avait trop de questions, et je pense que juste avec Big Data, on pouvait peut-être On est trop bavard. Ouais, sûrement. Et tu nous emmènes vers la spiritualité à chaque fois, alors. Je fais pas exprès, mais justement là, justement là, je vois, et c'est ça qui me fait plaisir, parce que je te mets dans la catégorie des gens engagés et qui ont prouvé qu'ils étaient capables de perdre beaucoup pour être engagés. Et c'est tout à ton honneur, tu vois. Mais il y a aussi d'autres gens engagés qui sont qui commencent, là, je le sens, à perdre prise. Mais ça me fait mal au cœur, parce que je les connais pas personnellement. Il y a peut-être un que je connais personnellement, mais les autres, je les connais pas personnellement, et ça me fait mal au cœur parce que je les sens tristes de voir ce qui se passe. Moi, à chaque fois, je raconte quasiment des choses qui sont graves quand j'attaque l'angle de la finance, de l'économie et de fin de cycle, et qu'en fin de cycle, justement, il va y avoir justement, et là, c'est des mathématiques, le grand reset, comme ils l'appellent, mais la réinitialisation, je l'applique comme ça depuis 2016,
J'avais jamais entendu parler de grand reset. C'est normal, c'est comme ça. Quand il y a des effets exponentiels, la nature, elle n'est pas exponentielle, boum, on doit réatterrir. Donc moi, je me faisais peur et en fait, j'avais peur pour les autres, mais en fait, je me suis dit: «Mais qui je suis pour avoir peur?» Il faut lâcher prise. Il faut être toujours dans la confiance. Justement, on va agir et je veux avoir tort. Je veux que ce grand reset n'arrive pas. Je veux que la grande réalisation n'arrive pas. Je veux que ces 2,5 % de population qui doit mourir n'arrivera pas à mourir. Et tout mon but, c'est d'avoir tort et de m'être trompé. Et si ça arrive, eh ben, j'en suis pas le maître. Il y a quelque chose qui est au-dessus, qui en est le maître et qui en décide autant. Et justement, ce lâcher prise, ou le contraire, le fait de ne pas vouloir maîtriser les choses, le fait de voir que les choses vont contre nous, il faut l'accepter. Si on n'est pas, on n'est pas dans l'acceptation et dans le combat en même temps, tu vois, c'est antagoniste un peu, être dans le combat, mais en même temps de l'accepter parce que on ne maîtrise pas tout et qu'il y a une force qui est supérieure, qui décide justement du chemin qu'on doit prendre et de la balise qu'on doit toucher, quoi qu'il en coûte. Eh ben, on sera justement dans ce mélange de confiance et de lutte dans le bonheur. Et ça me rend triste, moi, de voir des gens qui sont très très connus et qui sont justement des opposants en ce moment, les voir tristes. J'ai vu 2 ou 3 vidéos, ça m'a fait très très mal. Et voilà, j'ai envie de dire aux gens, ben, lâchez prise. Battez-vous, mais lâchez prise. Vous ne maîtriserez pas tout. Et à l'idée de, je sais pas si tu connais cette phrase à Marseille, je suis sûr, le mektoub. Le mektoub, ça veut dire que il y a une balise, tu es obligé d'y passer. Tu es en voile comme ça, mais voilà, tu dois la toucher la balise, quoi qu'il arrive, mais ça ne veut pas dire entre ton point et la balise que tu as un seul chemin. Il y a des milliers de chemins. Tu peux y aller par tous les endroits et à un moment donné, tu y arriveras, mais il faudra l'accepter à ce moment-là et toi, tu auras tout fait pour ne pas y aller à cette balise. Mais en gros, lâcher prise. Et l'autre truc, pour conclure, c'est j'ai réécouté il y a pas longtemps Stéphane Hessel et j'ai partagé sur Twitter le fait qu'il disait, et ça donne vraiment espoir en fait de dire en France, donc c'est quelqu'un, il sait de quoi il parle. La majorité des Français étaient vichistes. Ils n'étaient pas résistants. Il y avait très très peu de résistants. Et en fait, il faut justement toujours avoir l'espoir que ce que vous allez faire ou dire, bah, peut être perdu, mais peut aussi toucher 1 ou 2 personnes. Et par l'exponentialité, justement, le fait que, comme le virus qui est exponentiel, ben, la bonté peut être exponentielle et la bonne parole peut être exponentielle. Donc, pour moi, alors ça c'est encore mon père, mais les 3 critères du bonheur, vraiment c'est une des clés, hein, c'est pas la seule, et une des clés du bonheur, il me disait toujours, je vais le dire en français, il disait mets tes expectations, mets tes attentes très basses, très très basses, sur les gens, sur la vie, sur ton matériel, sur ce que tu veux, sur ta femme, sur tes enfants, ne t'attends à rien. Et tout ce qui dépasse, prends-le. Et c'est vrai. Parce qu'avant, quand sur sa carrière, sur les gens, sur les amis, sur tout, on met tout très très haut et à un moment, à peine ils nous déçoivent, hop, c'est la fin du monde. Non, maintenant, on met tout à zéro et dès que ça dépasse, dès qu'il donne un surplus de bonheur, tu le prends et dis-toi que ce bonheur, il est gratuit. Tu t'y attendais pas. Ça rend heureux. L'autre truc, alors c'est bizarre, c'est de spreader, ah, je suis désolé, on dirait que je suis Van Damme. De propager la bonne parole. Ce que tu crois être la bonne parole, ça n'existe pas la bonne parole, mais ce que tu crois être la bonne parole, de la propager, ne la garde pas pour toi. Moi, le savoir que j'ai, le peu de savoir que j'ai en finance, en économie, ou en maths quand j'étais jeune, ça me tuerait de le garder pour moi. Et je pense que le fait de l'expliquer à des gens, ça te rend encore plus fort. Ça te met les idées en place. Donc si vous avez des enfants, si vous voulez qu'ils soient bons en maths, demandez-leur d'expliquer au moins bon. Ils seront encore meilleurs. Alors qu'ils croient faire quelque chose de bien, c'est ce que je disais moi quand j'étais petit, je croyais faire du bien en aidant les gars de ma classe. En fait, ça m'a fait plus de bien à moi qu'à eux. Non, ou égal quoi. Donc ça, c'est le deuxième, c'est de spreader la bonne parole, le bien, et c'est une des clés du bonheur. Et le troisième, alors là, c'est le plus dur. Très très dur. On me demande souvent, mais pourquoi tu bloques tout le monde sur Twitter? Parce que une des clés du bonheur, c'est aussi de ne pas aller, ce que tu disais tout à l'heure, vers la négativité. Vouloir avoir raison à tout prix, te frictionner avec des gens qui ne veulent pas le bien. Ils sont là que pour t'envoyer des ondes négatives et pour que tu perdes contrôle. Donc, la meilleure des choses, c'est de savoir de temps en temps mettre une barrière entre toi et ce que j'appellerais les ignorants. Et quand je dis ignorant, c'est pas ignorance, savoir. C'est sûrement ceux qui ont le plus de savoir d'ailleurs.
c'est les ignorants de la nature humaine et du cœur humain. Eux, poum, tu mets une barrière parce qu'ils t'aideront pas dans le chemin que tu veux prendre. Et justement, pour moi, c'est les 3 clés. Donc, pour résumer, patience, être du côté du petit nombre, croire à l'effet exponentiel et lâcher prise. Et se battre. Et voilà les 5 trucs. Merci Anis, on est presque à la fin et puis je me sens très honoré et très joyeux en fait. Ça transparaît peut-être des fois dans les vidéos parce que j'arrête pas de rigoler. J'ai jamais autant rigolé en fait, alors que j'ai plus de boulot. Mais j'ai fait 12 ans d'études, j'ai bossé pendant 12 ans dans un truc, je peux plus le faire quoi. C'est absurde quoi. Mais j'ai jamais été aussi heureux en fait. Et parce que je suis là où je dois et je me mets au service d'eux. Et comme tu dis, j'attends rien quoi. C'est ce que je pense être juste. Mais c'est même pas je pense, c'est ce que je ressens juste. Il n'y a même pas de pensée, je sais pas qu'ils sont pas capables de l'expliquer quoi. Et j'ai jamais rencontré autant de gens. Jamais été aussi en lien avec des personnes qui m'apprennent plein de choses. J'ai pu te rencontrer, Emmanuel, Samuel, tous les gens qui nous ont entourés dans l'expérience de Prenez Place et puis dans plein d'autres expériences. Et je vois que ça, c'est très puissant, quoi. Que vraiment il y a un effet de clusterisation, on pourrait dire. Que, un peu comme l'eau, avant qu'elle change d'état, vous savez, quand elle va se glacer, il apparaît des petits pics de glace à plein d'endroits. Et d'un coup, après, tout se glace. Et hop, c'est la banquise. Mais là, c'est pareil. Voilà, c'est peut-être un mauvais exemple. Ce serait plutôt la mise à feu. Là, je pense c'est au contraire le vivant qui se met en place. Et donc, il y a plein de gens qui sont touchés pas du tout par les discours intellectuels. Ils sont touchés par la posture. La posture du Conseil scientifique indépendant, la posture des gens de Réinfo Covid, la posture d'autres gens qui parlent. Il y a une posture. Il n'y a pas de violence, en fait. Tout va bien. Et moi, je pense que tout va bien. Tout est parfait. Et il y a encore du travail. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Tout est parfait. Et il y a encore du travail. Et on ne va pas s'arrêter. Et on va devoir bosser. Mais c'est joyeux de bosser. C'est pas triste. Quelque chose qui bouge plus, où il n'y a plus rien à faire. C'est un petit cercueil. Ah ouais, là, c'est enfin confortable. Vous êtes avec Jeff Bezos, avec les gens dans leur techno-cocon. Enfin, il n'y a plus rien qui bouge. Je suis rassuré. Mais le but, c'est pas d'être rassuré. La vie, c'est pas fait pour être confortable. La vie, c'est fait pour, au contraire, nous rincer, quoi. Pour nous amener tranquillement à ce qu'on voit à travers nos désirs et notre ego, quoi. Comme les enfants, quoi. À la fin, tu vois à travers toi, comme à travers une chemise qu'on aurait lavé 4000 fois avec des pierres, quoi. T'attends plus rien. J'ai plus de désir de carrière. J'ai plus de désir de voyager. J'ai plus de désir de rien. J'ai juste la joie de constater que je suis avec d'autres, en fait. Au quotidien, et que c'est extrêmement puissant à aller transformer le réel. Qu'il y a plein de choses qui se passent. Et donc, c'est une parole d'espoir, mais pour beaucoup de gens, c'est irrecevable, parce qu'il faudrait agir. Et je parle souvent du non-agir. Non-agir de Masanobu Fukuoka, et des gens de la révolution d'un seul brin de paille, son bouquin un peu Princeps, où il en parle, où il fonde un peu les prémices de la permaculture. Et souvent, c'est mal compris, parce qu'on dit, mais non-agir, tu t'assois et tu fous rien, et tu vas te faire piétiner, quoi. C'est pas tout à fait ça. C'est ne pas agir au mauvais endroit. Ne pas mettre de l'énergie dans ce qui en coûte, en fait. C'est mettre de l'énergie dans ce qui en rapporte. Et là, c'est une affaire de trader, peut-être, ou de businessman. C'est que combien j'investis, pour combien je reçois. Si je dois lutter avec un fact-checker, un Laurent Alexandre, aller faire mais je m'en fous d'aller faire c'est le trou noir, lui, c'est le trou noir. Ouais, les journalistes qui disent, ouais, faut absolument que tu ailles discuter avec lui, tu pourras montrer aux gens. Je m'en fous, quoi. C'est de l'énergie perdue, quoi. C'est des heures et des heures perdues pour rien. Donc, suivre la voie facile, suivre la faille, comme en aïkido. On tire pas sur le bras du gars, on le laisse tomber, on l'accompagne, et en fait, ça se fait tout seul. Et on tourne autour, et on l'emmène. Et faut le vivre avec le corps, ça. Faut faire un peu d'aïkido pour le sentir dans le corps qu'il y a une façon de faire qui est dure, où on tire, où on en chie, et on se fait mal. Et puis il y a une façon de faire où ça vient tout seul. Et c'est tellement palpable qu'il y a 10 fois plus d'énergie
Faut vraiment le vivre. C'est impossible à expliquer par les mots. Et pourtant, ces failles, elles existent partout dans notre système. Et on peut s'y engouffrer et le transformer de fond en comble. Et j'en suis persuadé, quoi. Donc, allons-y. Hein. Moi, je pense qu'il y a un chemin plutôt joyeux. L'énergie, l'onde, la lumière, voilà. C'est tout en même temps, en fait. Comme dirait l'autre, le royaume de Dieu est en vous. C'est en chacun de vous. Et quand je dis Dieu, attends, je répète encore une fois, c'est pas le barbu dans les nuages. Hein. Voilà, exactement. C'est justement ce qui est plus fort que nous. Et donc, voilà. Non, c'est magnifique, on va y arriver tous ensemble. Et justement, c'est ces faisceaux de lumière qui font en sorte que on va y arriver et il faut être positif, et continuer. En tout cas, je te félicite, hein, Moi, lui. j'ai jamais autant bossé, quoi. Moi, je passe toutes mes nuits, mes jours, mais c'est pas, ça me rapporte de l'énergie. Là, je peux raconter une dernière chose. Avant, il y a 1h55, ça va, on a presque fini. C'est les 9 premières semaines de Réinfo Covid, j'ai même pas eu besoin de manger. Et j'ai un petit peu, hein, je vous dis pas que je jeûnais complètement, quoi, mais vraiment, je n'ai pas besoin de m'arrêter, quoi. Et j'avais une énergie, mais et ça continue là. Ça vient. Il y a des hauts débats. Une petite annonce du président. Ça... en fait, maintenant, ça me fait rigoler. Et, bon, ben voilà, on peut peut-être conclure. Merci beaucoup. Merci à toi, lui. Bientôt, de toute manière. Avec plaisir. Et s'il y a Samuel qui est pas loin, on va pouvoir lancer notre beau générique pour vous dire que le pognon, la monnaie, pardon, ça, c'est un point important de reprise de pouvoir.